Eh bien, mesdames et messieurs, et non-binaires, nous sommes en 2017. Le président des États-Unis bafoue les règles internationales et celles de la morale en voulant bannir les musulmans du sol américain. Au Québec, il y a quelques jours, une tuerie a eu lieu dans un centre islamique. Et bien sûr, personne n'a oublié non plus les attentats sanglants revendiqués au nom de l'islam en France et ailleurs depuis plus de 15 ans. Ça n'est pas la joie. Nous sommes en 2017, en France. Et quand nous annonçons le sujet de cette émission, nous constatons sur les réseaux des réactions étonnantes. Quel courage, nous dit-on. Ou encore, on vous aimait bien. Signe d'une connexion directe dans nos esprits entre islam et violence, entre religion, intégrisme et terrorisme. Autant vous le dire tout net, ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous ne nous sentons pas menacés par l'islam. Nous savons que les musulmans autour de nous ne sont statistiquement pas plus violents que les autres. Nous savons aussi que les premières victimes du fondamentalisme islamique, ce sont les musulmanes et les musulmans. Nous n'accordons guère de crédit au fondamentalisme islamique. Ce sont des musulmans et des musulmanes, mais j'ai complètement sauté une ligne. Nous n'accordons guère de crédit aux thèses de choc des civilisations. Et nous ne sommes pas ici pour militer ou combattre qui que ce soit. Nous allons essayer de comprendre un peu ce qu'il y a de spécifique ou au contraire de banal dans les relations entre la science, au sens de démarche scientifique, de processus de production de connaissances, et les autorités intellectuelles du monde musulman. Monde musulman avec des guillemets. La science et l'islam au XXIe siècle. Pas l'Occident contre l'Orient, pas la science contre l'islam, non, la science et l'islam de nos jours. Mais même ce sujet soulève des difficultés et se voit opposer des objections classiques. Nous ne parlons pas arabe, or il faudrait connaître l'arabe pour pouvoir parler de l'islam. Toute traduction serait, par définition, fausse, fautive et biaisée. Et donc, toute critique de notre part serait nécessairement infondée. Nous serions d'emblée disqualifiés. Cette critique n'est pas recevable. Jamais ou presque nous n'entendons des objections de ce genre au sujet des autres textes religieux, pourtant eux aussi traduits maintes et maintes fois. Personne ne nous enjoint de lire les encycliques papales en latin sous peine d'être incapable d'en rien dire. Qui estime qu'il nous est impossible de comprendre la pensée de certains philosophes grecs qui ne nous sont connus qu'au travers des textes arabes ? L'argument des biais de traduction est un écran de fumée qui vise à éteindre la critique. Il s'accompagne souvent d'une accusation d'ethnocentrisme, de biais colonial, voire d'épistémicide. Le monde occidental chercherait à tuer les sciences venues d'ailleurs. Il est impossible de nier que certains idéologues cherchent à invisibiliser les apports scientifiques venus de loin. Nous devons redire que l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la médecine doivent énormément au monde non occidental. Nos chiffres arabes sont indiens. Arabes, en revanche, sont les noms de la majorité de nos étoiles. Mais nous sommes au XXIe siècle. Nous disposons d'une démarche scientifique qui tend à l'universalité, à l'objectivité maximale. La science n'est occidentale que par les contingences de l'histoire. Elle n'appartient à aucun peuple en particulier. Or, cette démarche scientifique universelle n'arrange pas tout le monde. On le voit avec les pseudosciences, avec les médecines parallèles, mais aussi avec de nombreuses formes de fondamentalisme religieux. Nous nous questionnerons ce soir sur les rapports qu'entretiennent avec la science des intellectuels qui se réclament de l'islam et qui ont une forte influence sur la manière dont les gens se représentent ces deux entités. Et pour en parler mieux que nous, Alexandre Moati s'est déplacé à Nancy. Auteur de plusieurs livres de critique de la science, il est notamment de celui qui s'intitule « Islam et science ». Antagonisme contemporain. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Bonsoir, bienvenue dans la tronche en live. Alors, est-ce que nous sommes à l'image ? Sommes-nous à l'image ? Je parle aux techniciens, je ne sais pas ce qui se passe. Bonsoir Alexandre Moati. Bonsoir. Voilà, a priori ça fonctionne. Donc nous vous recevons parce que vous avez écrit ce livre qui s'appelle Islam et sciences, antagonisme contemporain aux éditions PUF, donc c'est des presses universitaires de France. C'est ça, oui. Il faut le dire sans boire avant. Voilà. Et donc, alors, comme d'habitude, on aura 3 parties dans l'émission et on prendra les questions de public nombreux en fin d'émission. Et vous pouvez réagir sur Internet, sur le chat de la page Facebook et sur Twitter avec le hashtag
T-E-N-L, tronche en live, T-en-L, tout ça. Bref, c'est pas intéressant. Alors, donc première partie, science et islam, est-ce que c'est un sujet comme les autres? Alors voilà, visiblement ça provoque des réactions dans les réseaux autour de nous lorsqu'on annonce La réaction principale concerne la qualité du son, en vérité. Alors bon, la qualité technique, c'est le running gag de l'émission, mais les gens, là c'est bon, ça fonctionne bien le son. Je pense que c'est parce que vos micros sont pas il y a capte l'écoute. D'accord, on fera comme on pourra. Donc, alors, science et islam, est-ce que c'est un sujet comme les autres? Comment vous avez abordé ce sujet-là et pourquoi? D'abord, peut-être, comme le disait Vlad, évidemment, c'est pas l'ensemble, c'est un corpus très particulier de textes, une partie de l'islam uniquement. Hein. Donc, alors, comment je suis arrivé à ce sujet-là? Moi, ça fait à peu près ça fait 3 ans que je travaille sur ce sujet. J'en avais fait une communication au colloque de la Société française d'histoire des sciences et des techniques à Lyon 1 il y a 3 ans. Et puis ça fait une 12aine d'années que je travaille sur l'opposition à la science contemporaine, la critique de la science contemporaine et notamment la critique de ses théories structurantes. Et j'ai commencé avec tout ce qui est la critique contemporaine de la théorie de la relativité dans des cercles très particuliers que j'ai appelés l'alterphysique. Et puis j'ai continué à travailler sur la critique de la théorie de la physique quantique notamment. Et puis ce qui est vraiment très très prégnant, comme on dit, c'est la critique de la théorie darwinienne avec venant de plusieurs horizons, dont cet horizon-là dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc le créationnisme musulman est particulier par rapport aux autres? Ce que j'essaye, alors donc moi, d'abord pour répondre un peu peut-être plus complètement à votre question, oui. on peut pas, faut pas s'interdire un sujet d'étude. Donc je me suis fixé ce sujet d'étude d'islam et science et de montrer quelles sont les frictions contemporaines entre la science généralement acceptée telle qu'elle est et une petite partie du monde musulman qui soit des philosophes universitaires, certains assez intéressants d'ailleurs, et que ce soit des discours beaucoup plus radicaux. Alors voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est intéressant à distinguer des créationnismes en général, et je pense que d'ailleurs c'est assez important de faire un effort de terminologie dans cette affaire-là, parce qu'on parle trop souvent justement de créationnisme, on peut y mettre un S d'ailleurs, et je pense que ça, ce que j'essaye d'étudier là va au-delà, c'est une critique beaucoup plus globale de la science qui est appelée occidentale pour le coup. Il y a même chez certains essayistes ou philosophes un essai de définition de science islamique. Vous voyez, une autre science, ça se rattache un petit peu à tout ce que j'ai travaillé sur l'alterscience, c'est-à-dire la définition d'une autre science en opposition à la science dite officielle ou occidentale dans ce cas-là. Donc, au-delà du créationnisme, il y a les autres théories constituantes, c'est ça structurantes, ouais. de notre vision du monde. Et donc, à part la théorie de la relativité et celle de l'évolution, est-ce qu'il y a d'autres il y a le fait que la Terre soit ronde ou plate. On a vu des exemples sur Internet de gens qui enchèrent, donc des imams ou que sais-je, ont des discours complètement... quelle est leur influence à eux et quels autres discours ils critiquent dans la science? Sur la première partie de ce que vous disiez, je pense que c'est tout ce qui a trait à une forme de genèse, enfin une forme de commencement, on va dire, pour employer un terme non religieux. Donc il y a créationnisme là où il y a, on en trouve les plus connus, c'est en biologie, donc contestation de la théorie de Darwin. Il en existe, j'ai étudié moi-même des créationnistes en cosmologie, en astrophysique, en astronomie. Tout ça est un même groupe, hein, donc des gens, des catholiques intégristes aux États-Unis qui pensent que le Soleil tourne autour de la Terre. Et puis en géologie aussi, il y a un créationnisme en géologie. Tout ce qui a trait à l'origine, soit de la Terre et des couches terrestres, soit de l'univers, soit de l'homme, de la vie. On peut dire que tout ceci conduit à des formes de créationnisme. Encore une fois, voilà, c'est un terme qu'il faut vraiment définir et
mérite enfin, j'ai proposé autre chose. Moi, on y viendra par la suite, mais un terme beaucoup plus vaste, beaucoup plus englobant, de concordisme. J'ai tâché de l'expliquer. Ça sera la partie 2, le concordisme. D'accord, oui, bien sûr, oui. Sur le sujet, mais c'est bien de teaser un peu, attention, le concordisme. Et alors, donc, on a dit en intro qu'on reçoit souvent la critique. Vous ne parlez pas arabe. De quel droit vous intéressez-vous à ce sujet? Vous n'êtes pas musulman. Donc, des gens voulaient qu'on ait un musulman ici. Alors, pour parler avec vous, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que, voilà, on vous donne la parole à vous pour parler de ça. De quel droit vous en parlez? Ah oui, d'abord, je pense que un chercheur peut se saisir d'un sujet d'étude, heureusement. Je pense que ça fait partie quand même d'un champ de recherche intéressant. Encore une fois, je vous dis, je le rattache à tout ce que j'ai étudié sur l'étude, la critique de la science et de ses théories structurantes depuis 12 ans. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire de polémique, il s'agit de regarder comment certains penseurs, et par ailleurs certains idéologues beaucoup plus radicaux, et je distingue bien les deux parties, critiquent, soit de manière feutrée, soit de manière très virulente, la science occidentale. Donc voilà, je pense que chacun peut définir son sujet d'étude, et moi, je ne suis pas islamologue en effet, je ne parle pas l'arabe en effet, mais je connais quand même assez bien les critiques, l'histoire de la critique de la science. Je fais même un séminaire sur l'histoire de la critique de la science et de la modernité technique à Paris Diderot. Donc voilà, ça s'inscrit un petit peu dans le cadre de ces travaux-là. Donc je crois qu'il appartient à chacun de définir. Finalement, la science, c'est aussi définir son sujet de recherche, même si c'est un réductionnisme. Après tout, si c'est voilà, j'ai choisi après tout un corpus que j'ai étudié, mais qui me paraît assez représentatif. Sinon, je n'en aurais pas fait un ouvrage. Et pour répondre plus complètement oui. à cette critique-là, qu'est-ce que quelqu'un qui serait musulman apporterait de plus que ce que vous pouvez dire, ou au contraire, en quoi est-ce qu'il serait moins bien placé peut-être? Je peux retourner le compliment au sens où ça fait partie, l'argument que vous donnez là, ça fait partie de choses qu'on voit malheureusement dans ce que j'ai étudié, c'est-à-dire on ne peut apprendre la science, je parle pas de là ce qu'on parle là, mais de la science en général, on ne peut l'apprendre que d'un musulman. C'est quelque chose qui arrive, qui apparaît dans les textes que j'ai étudiés. Soit prétendument, on pourrait apprendre la science, notamment quand elle touche à la cosmologie, à la géologie, à la biologie, enfin aux genèses, au commencement en général, aux origines en général, on ne pourrait l'apprendre que d'un musulman, si vous voulez. Donc c'est quelque chose, c'est une objection qui est faite de manière beaucoup plus générale et qui me paraît, je vous le dis très sincèrement, pas viable, enfin pas recevable, voilà, puisque encore une fois, on doit pouvoir étudier un champ de recherche, quitte à avoir une contradiction que je suis prêt à avoir, mais pas sur ce genre d'argument que ça devrait être. De la même manière, on avait fait une émission qui s'appelait La Conjuration Open Source sur le créationnisme il y a un an à Lyon, et on avait des gens qui nous ont reproché, mais comment ça se fait que vous en parlez, il n'y a pas un seul créationniste sur scène? On n'a pas besoin d'avoir un scientologue pour parler de la scientologie, par exemple, ou un dinosaure pour parler de paléontologie, oui, voilà, par exemple. Alors, vous ne parlez pas arabe a priori, malgré tout, c'est un travail qui se nourrit à des sources. Alors, comment vous avez enquêté? Alors, c'est quoi la méthode de travail pour alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas le seul livre sur ce sujet, mais les livres qui existent sont assez partisans eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, il existe un livre de l'astrophysicien Nidal Guessoum, qui est auquel je consacre un chapitre, à qui je consacre un chapitre, qui est aux éditions Presse de la Renaissance, financé par l'UIP, Université interdisciplinaire de Paris, Fondation Templeton, dont on dira peut-être un mot. Oui. Et donc Nidal Guessoum, c'est un livre qui n'est pas très construit, je trouve, mais surtout prend lui son point comme étant surplombant, celui d'une science théiste par rapport à une science islamique, en disant ça c'est trop radical. C'est souvent quelque chose dans les critiques de la science de toujours montrer des gens qui sont beaucoup plus radicaux que vous, pour faire valoir sa propre position à soi en disant, voyez, moi, ma position, elle fait une place à la religion, mais de manière beaucoup plus soft et de manière beaucoup plus mesurée que les autres. Donc, voyez, ralliez-vous à ma position. On a le chiffon rouge, on dit, oh là là, oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis raisonnable. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ça fait partie de la façon dont j'étais amené à ce sujet, entre autres, avec tout ce que je vous ai dit par ailleurs. Donc, pardon, je me rappelle plus quelle était. Quelle méthode vous avez? Ah oui, la méthode. Oui, mais donc en voilà. De ce que d'autres livres on peut faire. Oui, alors c'est un donc
des livres qui ont essayé. Alors, il existe aussi, oui. Alors, je pense que c'est intéressant de faire un peu une revue bibliographique parce que il existe aussi des livres d'universitaires musulmans qui sont assez militants. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont, bon, à juste titre, je pense au livre de Fawzia Sharfi, là, qui est sorti chez Odile Jacob il y a 3 ans, La science voilée, ou un livre qui n'a pas été traduit en français d'un physicien turc aux États-Unis, Taner Edis. C'est des gens qui combattent une forme d'islamisation, de religion dans leur propre cours. C'est-à-dire, eux, ils sont profs de physique à l'université de Tunis ou dans certaines universités américaines, et puis certains de leurs étudiants leur envoient des choses qui n'acceptent pas. Donc leur bouquin a un rôle un peu militant, si vous voulez. Donc, ça fait partie des sources sur lesquelles je me suis basé, sachant que moi, je me mets pas tellement dans cet angle-là. Enfin, je suis pas spécialement militant. Là, j'essaye de décrire un certain nombre de sources et puis surtout de montrer un certain nombre de caractéristiques qu'on retrouve dans un certain nombre de critiques de la science. C'est l'appel à une science unitaire, si vous voulez. Alors, l'appel à une science unitaire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les critiques de la science. Vous avez les critiques New Age, vous trouverez la même chose. Trop réductionniste dans la Oui, voilà, c'est ça. La science c'est trop spécialisée, il y a eu trop d'institutions scientifiques qui les chercheurs ne se parlent pas. Alors je ne dis pas que ces reproches soient injustifiés, oui, parfois ça arrive. mais de les avancer de manière systématique, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'appel à une science holiste, du grec holos, tous là, dont tout, je veux dire, pardon. Et donc voilà. Alors dans notre corpus qui nous intéresse, enfin islam et science, ça entre en résonance avec un grand principe de l'islam qui est le principe de Tawhid, T-A-W-H-I-D, qui est le principe de l'unité de Dieu, l'unité de la création. Et on va trouver souvent chez certains, y compris chez certains physiciens religieux, cette invocation du Tawhid, de l'unité. On va dire voilà, on va lire des textes assez particuliers suivant lesquels la quête d'une théorie unitaire en physique qui doit relier la physique quantique et la théorie de la relativité, puisqu'on sait qu'elles sont incompatibles. Ben voilà, c'est une démarche qui va vers le tawhid, l'unité de Dieu dans l'islam. Donc vous voyez, il y a ce mélange qu'on peut trouver, je peux vous donner des exemples dans d'autres religions, mais là on parle de ça. Je peux vous donner un exemple dans la religion. Allons-y, parce que voilà, les gens, on croit qu'on s'acharne sur l'islam. Oui, bien sûr, je peux vous donner un exemple. De même qu'avant, les gens disaient, mais pourquoi vous critiquez pas l'islam? Bah, vous voyez, là, on en parle. D'ailleurs, juste à toutes fins utiles, on va quand même rappeler que le titre du live, c'est Science et Islam, pas Science contre Islam. Oui, on l'a dit déjà. Je le rappelle parce que dans le chat, il y a encore des personnes qui parlent d'opposition entre les deux. C'est pas l'objectif c'est pas du tout l'objectif du live. C'est pas un et le disjonctif, c'est un et comparatif. On est bien voilà. sûr qu'il y avait une partie du discours, une petite partie, on va y revenir. C'est pas tout l'islam qui pose problème. Oui, bien sûr, tout à fait, oui, absolument. Alors vous disiez, quelques exemples d'appels à une science unitaire. J'ai cité Jamal Mimouni pour l'aspect islam. Là, sinon, je peux vous citer. Moi, il m'est arrivé d'entendre un colloque dans une grande école. Le directeur d'un institut catholique qui, par ailleurs, est ingénieur de formation, centralien de formation, qui disait voilà le principe de Bohr, le principe de complémentarité de Bohr, à savoir la lumière est onde et particule. De la même manière, Jésus est Dieu et homme, si vous voulez. Donc c'est une application du principe de complémentarité. Oui, voilà, c'est des vertiges d'analogie qui vont très loin. Donc vous voyez, ça existe dans toutes les religions, mais c'est intéressant néanmoins de les étudier dans le corpus que je me suis fixé. Oui. Il n'y a pas de raison de ne pas s'intéresser à cette partie du discours. Je me tourne vers Vled et vers les réactions, les commentaires ou les questions du chat. Il y a quelques questions sur l'apport des mondes non occidentaux sur la science. Voilà, est-ce qu'il y a des Galilées arabes par exemple? C'est pas le sujet du live. Bien sûr, il y en a. Rien que le mot algèbre vient d'un mot arabe. Donc il y en a énormément, mais c'est
pas vraiment le sujet, quoi. Je peux peut-être réagir à ça si ça serait une très bonne idée. Alors en effet, bon, c'est toujours gênant de dire ce que n'est pas de mon livre, mais bon, voilà. C'est pas évidemment qu'il y a un apport de la science arabe, ce qu'on appelait l'âge d'or. Par exemple, Ahmed Djebar, qui est un grand mathématicien, historien des mathématiques contemporains, parle bien de l'âge d'or de 850 à 1250. Bien évidemment, ça n'a pas été toujours admis dans l'histoire des sciences contemporaines. Ça l'est maintenant. Je ne reviens pas là-dessus, bien évidemment. En revanche, il y a des excès dans un sens ou dans l'autre qui sont intéressants d'analyser, si vous voulez. Bon, alors on va prendre l'excès au sens islamique, c'est-à-dire de dire, et j'en parle, j'y consacre un chapitre, on y reviendra peut-être. C'est voilà, l'âge d'or arabe a tout apporté. En revanche, au contraire, voilà, les Grecs n'ont rien apporté. Alors j'ai étudié un auteur qui s'appelle Nas Boutamina, qui est alors lui carrément un alter scientifique au sens où il écrit à compte d'auteur, etc. Il dit que les Grecs ils sont bons pour la science, c'était la pêche aux sardines et la cueillette des olives, c'est dire. Et puis en philosophie, c'est l'hédonisme et le sophisme, c'est dire. Il ironise, si vous voulez. Donc, voyez, donc ça, c'est aller trop dans un sens, c'est-à-dire de dire que l'âge d'or a tout apporté, voilà, et aller dans l'autre sens, l'âge d'or n'a rien apporté. Je consacre, je symétrise les positions aussi. C'est par exemple le terroriste d'extrême droite norvégien. Quand on lit son manifeste là. Oui, Breivik, absolument. Quand on lit son manifeste, c'est incroyable, quoi. Il y a à peu près une quinzaine de pages. Bon, c'est assez long, quoi. C'est un truc de 700 pages. Donc, il y a une quinzaine de pages. C'est très comme littérature, c'est très... oui, non, c'est pas... il y a une quinzaine de pages sur que c'est totalement surévalué l'apport de la science arabe, etc. Donc, pour répondre à cet internaute-là, donc, évidemment, moi, je ne conteste absolument pas, bien au contraire, l'apport de la science arabe. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est de voir, parce que il faut tout regarder, c'est des sujets d'étude. Les excès dans un sens, je l'ai dit, dans un sens vraiment de dire, je vais pas me répéter, donc les excès dans l'autre sens, quoi. Voilà. Donc ça, c'est. Il faut rappeler que la science c'est un effort collectif et donc ça n'a pas vraiment de sens de chercher des frontières à ce niveau-là, de toute façon. Et puis surtout, le live s'appelle au XXIe siècle, le livre s'appelle Antagonisme contemporain. Donc on s'intéresse bien à ce qui se passe à l'heure actuelle, sans remettre en cause l'histoire. Oui, absolument. Oui, les apports des uns et des autres. On en est à un point où on a des intellectuels musulmans ou d'origine musulmane, enfin, je ne sais pas comment il faut dire sans vexer les gens, enfin, qui parlent du point de vue religieux et qui instaurent un regard particulier sur la science. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est quel regard porte sur la science ces intellectuels. Donc il y a Ramadan et les autres, mais j'ai pas rendu compte. Alors, je commence par Tariq Ramadan, voilà. Parce que c'est le plus connu, je pense. Oui, c'est le plus connu. Alors évidemment, et puis il a un discours très vulgarisateur et très très médiatique. Donc il parle peu de science. Il faut aller chercher un petit peu ce qu'il dit. Mais ça me permet peut-être puisque vous me demandiez à propos des mots arabes, peut-être un mot très particulier qui est le mot ilm. ILM, science, connaissance, c'est le mot qui donne ouléma. Ouléma, ce sont les docteurs de la foi. Et donc c'est un mot qui reste d'une très grande ambiguïté encore de nos jours. Et ça, je pense qu'on peut le dire. C'est l'équivalent, moi j'aime bien tout ce qui est terminologie, c'est l'équivalent du terme science dans d'anciens emplois en français, un puits de science, la science infuse, il a choisi les plats avec tout, on trouve des phrases de Proust comme ça, avec toute une science de, vous voyez, c'est l'ancien mot science qui, il est vrai maintenant est peu usité. Quand on parle science, on parle ce que vous faites, ce que nous faisons, chacun, soit des sciences humaines, soit des sciences exactes. Et le mot ilm reste très très polysémique, voilà, en arabe et un peu ambigu. Et la notion de science religieuse elle-même est assez ambiguë. Alors, elle existe. Il existe des laboratoires de sciences religieuses en France. Ça existe. C'est des laboratoires qui s'occupent de judaïsme, de chrétienté, d'islam, qui font du comparatisme, qui font de l'étude de textes, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça science religieuse ou ça peut être science des religions? Comment ça s'appelle? Oui, alors là, je
Là, c'est très difficile. Je ne saurais me déterminer. Là, oui, on peut dire science des religions si vraiment on est. Bon, enfin, par extension, on peut admettre, je pense, le terme science religieuse en lui donnant cette signification-là. Oui, moi, dans mon oreille, science religieuse, j'entends la coloration science islamique, science théiste. Oui, d'accord. Donc, Ok, c'est d'accord. Ok, vu comme ça. Science oui, religieuse, c'est pas du tout la science théiste. On est d'accord. Oui, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est l'étude, et même dans le Coran, il y a tout ce qui est la géographie, l'histoire, etc. Enfin, tout ce qui est lié au texte. Malheureusement, tout ça est représenté par le même mot en arabe, ilm, et c'est pas toujours évident d'avoir ce que recouvre le terme science de nos jours dans le monde occidental n'est pas toujours partagé en pays d'islam. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et c'est conçu de manière vu de manière beaucoup plus vaste. Il est vrai, et là, je le décris un peu dans mon livre, il est vrai que là, je parle dans les pays occidentaux, la science s'est petit à petit détachée de la religion, et je fais un peu d'histoire à partir de 1860, en gros, de la théorie de Darwin, en gros, voilà. Je me penche vers Qu'est-ce que tu veux me dire là, il y a une question intéressante. Non, certains se demandent si tous les courants de l'islam possèdent les mêmes travers ou si certains sont spécifiques à des courants en particulier. Est-ce qu'il y a des courants de l'islam, oui. Moi je connais chiite, sunnite, à part ça, je oui, vais pas aller plus loin que ça, où on a plus de problèmes par rapport à ce qui nous occupe, dans la relation avec la science. Ou est-ce que alors là, c'est vrai que intentionnellement, je ne suis pas entré dans l'aspect chiite, sunnite. Enfin, je vois à peu près. Je décris un philosophe iranien qui est chiite, bien évidemment, qui est d'ailleurs réfugié aux États-Unis parce que son père était le médecin du Shah, donc il n'est pas resté pour la révolution islamique. Mais donc, il a une critique de la science qui est d'ailleurs assez intéressante. C'est une critique dans les années 60 qui s'apparente à une critique écologique, mais qui se fait au nom de la religion. Enfin, qui entre en résonance. Il s'appelle Hossein Nasr. Il fait une critique de la science parce que la science est destructive, parce qu'elle détruit l'environnement, etc. Ce qu'on peut accepter, et ce qui entre en résonance dans les années 70 avec une critique écologiste de la science qui commence à voir le jour à ce moment-là aussi en Occident. Mais là, la critique écologique de la science. Elle se fait pas au nom de la religion globalement. Enfin, on peut en parler. Dans ce cas-là, comme la nature est l'œuvre de Dieu, la science s'oppose à Dieu parce que voilà, c'est ça, oui. L'homme doit être le gardien de la nature, en quelque sorte, le calife de la nature. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça chez Hossein Nasr, c'est une critique de la science, une critique environnementale de la science au nom de la religion. Alors bon, voilà, ça c'était un chiite. Donc, non, je peux pas dire qu'il y ait spécifiquement des courants. On en trouve un petit peu dans tous les courants. Et je dois dire, c'est pas quelque chose que j'ai étudié spécifiquement. Je me suis plus intéressé au contenu qu'à l'origine. D'accord, mais parce que c'est devenu à la mode de s'intéresser à d'où parlent les gens. Donc, ça je peux vous dire à chaque fois d'où parlent les gens. C'est-à-dire, par exemple, la commission scientifique sur les... je vous donne des exemples à chaque fois du coup. La commission scientifique pour les signes la commission pour les signes scientifiques dans le Coran, elle est faite par l'Arabie Saoudite. Donc on peut considérer que c'est sunnite, voire wahhabite. C'est une commission qui a été instaurée dans les années 95. Et moi, là, je peux vous donner aussi des éléments de sociologie que j'ai pas forcément mis dans mon ouvrage, mais moi j'ai assisté et j'ai été invité une fois à une réunion de cette commission parce que les gens savent que je m'intéresse à ce sujet, donc ils invitent assez large. Et donc dans un hôtel à Montparnasse à Paris, il y avait un cheikh qui est venu faire une présentation sur comment retrouve-t-on ce qu'on appelle l'ijaz, c'est-à-dire la miraculosité scientifique du Coran. J'allais en parler. Ouais. Donc ça c'est sunnite. Mais on va finir la première partie et puis on fera la pause. Mais avant, je voulais juste revenir sur un des sujets qui n'est pas le sujet du bouquin, mais qui est ce à quoi on pense quand on parle de ça, c'est les miracles du Coran. Donc quand même, en dire un mot peut-être maintenant. Donc ça, c'est l'Ijaz dont vous parliez. Alors qu'est-ce qu'il racontait ce monsieur venu d'Arabie sur cette question ? C'est une grande organisation il y a une grosse littérature là-dessus que on trouve l'ensemble des découvertes scientifiques dans le Coran. Et alors là, donc il y a des réunions qui se font. Moi, j'en ai assisté à une. Je suppose qu'il y en a d'autres. Il faut savoir que ça se base aussi,
et je fais dans mon livre, j'essaye de montrer comment des scientifiques occidentaux sont mis à contribution. Alors personne se le rappelle beaucoup, mais il y a un médecin qui s'appelle Maurice Bucaille, qui a écrit un bouquin qui reste un best-seller et qui est vendu en poche encore, qui s'appelle La Bible, le Coran et la science. Et ce médecin, qui était un médecin, je n'hésite pas à le dire, de petit niveau, qui était le médecin, enfin c'était pas un grand prix Nobel, c'est ça que je veux dire, il avait été appelé, je sais pas comment, comme médecin du roi d'Arabie Saoudite, il était resté que 2 ans, et il en avait tiré, il avait été convaincu là-bas, un livre comme quoi la Bible, ça n'a rien de scientifique, on retrouve rien de scientifique, c'est même presque anti-scientifique, la Bible judéo-chrétienne, et qu'en revanche, le Coran, on trouve toute la science dans le Coran. Alors on va trouver ça cité à l'envi, si vous voulez, dans un certain nombre de sites, ouma.com, etc. Le livre de Maurice Bucaille, 1976, qui est toujours réédité d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est ce genre de... et là, je reviens sur un certain nombre de... il n'y a pas que la miraculosité. Si qu'est-ce qu'on peut citer quand même, pour les gens qui ne connaissent pas le principe, qu'est-ce qu'il y aurait dans le Coran comme connaissance impossible à connaître à l'époque où il était écrit et qu'on a découvert récemment, par exemple? Alors, vous avez par exemple des physiciens qui vont tordre le texte du Coran, je pense tordre, oui, je dis bien, pour montrer pour démontrer pratiquement que l'univers a 15 milliards d'années, si vous voulez. C'est écrit dans le texte. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire, mais ça, on trouve, mais ça, je l'avais aussi chez des créationnistes américains évangéliques, oui, donc, qui vont démontrer que la vitesse de la lumière, elle a été très très rapide pendant un certain temps, et puis qu'elle est retombée à 300 000 km/s, ce qui expliquerait qu'il y a un âge apparent, alors que oui, en fait, il voilà, a c'est ça. Oui, donc vous avez des articles. Il y a, je crois aussi, l'idée qu'il y a un texte dans le Coran qui dit qu'il y aurait 7 cieux, et du coup, qui s'amuse à retrouver dans la cosmologie. Alors regardez, il se passe ça, ça, c'est ça, et du coup, il trafique un peu. Pareil, il y aurait 7 couches sous le sol, et donc, en fonction de comment on choisit la granulométrie de la description du sol de la Terre, en effet, on peut faire 3 couches, 2 couches, 5 couches, et eux s'arrêtent à 7, ils disent « Ah, ça tombe pile sur ce qui était prévu. » Ah oui, d'accord. Moi, je ne connaissais pas cet exemple. On a l'embryologie aussi, il y aurait, je sais pas où, il y aurait la description précise de comment l'embryon s'installe dans la matrice de la mère, etc., avec l'ordre d'apparition des différents tissus, à partir de mots extrêmement vagues, de l'époque où il n'y avait pas les mots savants. Voilà, donc c'est juste pour dire aux gens qui ne connaîtraient pas les miracles du Coran, on a des choses comme ça. Ça va même plus loin. Voilà. Il y a parfois de la morale, voire de la loi islamique qui vient en surplus. C'est-à-dire que il y a des aspects, y compris dans la commission à laquelle j'avais assisté, il y avait des posters qui disaient voilà, celui qui veut s'élever trop près de Dieu, enfin qui veut rivaliser, le Dieu l'étouffe. Et alors là, Icare, voilà. Ça, non? Pardon? C'est Icare. Oui, en quelque sorte, oui, tout à fait. Oui, c'est un peu le mythe d'Icare. Là, c'est plutôt par asphyxie, mais donc voilà, vous avez. Et du coup, ça montre bien que plus on s'élève, moins il y a oui, c'est ça. Voilà. Oui, exactement. Oui, donc. Voilà. C'est la preuve. Vous êtes prévenus. Il y a des aspects moraux comme ça assez vite. Si vous voulez, il y a souvent des aspects qui ne prêtent pas trop à conséquence. Et puis il y a assez rapidement des aspects moraux. Et c'est ce mélange. Si vous voulez, c'est pas uniquement on va chercher la science dans les textes sacrés. C'est non seulement la science, mais la loi islamique est justifiée donc par certains aspects scientifiques des textes sacrés. Voilà, donc on rentrera plus dans le sujet. Là, oui. J'ai envie de dire que les miracles du Coran, c'est un petit peu un peu l'angle facile. L'angle un peu connu. Là, après la pause, on va rentrer dans le concordisme, et donc dans des constellations un peu plus même politiques, on va dire, entre quel est l'usage de la science, quel est son but, et avec le Noma, le Soma et plein de choses. Donc, on va d'abord faire une petite pause. Vled, on va présenter une chaîne qui nous a... C'est des amis qui nous ont envoyé une petite vidéo pour présenter leur chaîne. Absolument, il s'agit de Balade Mentale, qui est une chaîne qui s'interroge sur pas mal de curiosités. C'est vachement sympa, donc il faut aller voir. C'est Kevin et Théo. C'est vachement bien. C'est très protéiforme, il faut y aller. Ils ont fait dernièrement une vidéo sur le café dans laquelle j'ai fait de la musique, donc c'est cool, il faut y aller. Voilà, balade mentale.
Donc merci à vous, les tronches de travers, pour cette tribune que vous nous proposez. Balade mentale, c'est une chaîne parsemée d'anecdotes surprenantes, d'histoires toujours vraies et d'objets incongrus. Cabinet de curiosité d'objets et d'idées. On y fait flotter tout un paquet de trucs sur des gaz ultra denses. Aujourd'hui, tentons de voir plus loin que ce que la limite de nos yeux nous impose, car le monde est surréel et en voici la preuve par l'épreuve. Aujourd'hui, on va parler d'hexafluorure de soufre, d'hélium et d'un bateau qui vole avec des sphères remplies avec rien. Un beau bordel pétillant. On se pose la question de savoir ce que le monde nous réserve dans 10 millions d'années. Quels sont les paysages que nous allons tous manquer ? De quoi est-ce que demain sera fait ? Qu'est-ce que nous allons tous rater ? Dans 150 ans, toute personne regardant actuellement cette vidéo aura disparu. Pourtant, le monde continuera à bouger, sans nous. Un épisode qui risque de très mal tourner, en direction de l'éternité. On y visite la bibliothèque de Babel et on essaie de répondre à la question « Est-ce que tout n'existerait pas déjà ? Est-ce que l'on peut tout savoir ?» Un site sur lequel toutes les connaissances à venir, l'histoire du futur de notre univers, les livres qui ne sont pas encore écrits et la circonstance précise de votre mort existent déjà. Et c'est cette histoire que nous voulions vous raconter aujourd'hui. Et grâce aux outils modernes de simulation d'impact de météorites, on se pose tranquillement au premier rang pour observer la fin du monde. 12 minutes après l'impact, c'est le front d'air qui vous parvient. Et vous ne l'entendrez pas arriver, car celui-ci se déplace à 2800 km/h. 2 fois plus vite que le son. On se promène aussi sur Internet, sur tout un tas de sites web où l'on peut s'amuser et se cultiver. À vous de choisir ce que vous voulez observer. Courant aérien, courant marin, particules fines, émissions de gaz. Tout un monde inaccessible à nos yeux apparaît alors, saisissant. On y joue avec des objets bizarres tels que le disque-leur, qui tourne pratiquement sans freiner sur sa tranche. Et beaucoup d'autres choses encore. Des trucs qui dessinent, d'autres qui font des éclairs. Avez-vous déjà songé à vous tatouer avec de la foudre ? Nous, oui. Aujourd'hui, on va parler coup de foudre, étincelle et fractale lumineuse. Donc soyez pas timides, venez faire un tour par chez nous. La porte est grande ouverte. Ou bleue. Observez plus loin, toujours, et restez curieux. À la prochaine. C'est parti ? Vous êtes prêts ? Hein ? On applaudit. Voilà, on est de retour. On applaudit Vlad de retour des toilettes. Il s'installe, il est très très beau. Voilà, il est souple, c'est la soupleté. Bonjour, rebonjour Alexandre Moati. On continue, donc partie 2, on va parler du concordisme. Et juste avant, vous voulez nous redonner 2 petits exemples sur le Oui, voilà, 2 jazz. petits exemples quand même. Voilà, moi j'avais vu un poster sur la commission des signes scientifiques dans le Coran. Il y avait un poster, les maladies sexuellement transmissibles et les affres du libertinage. Hein. Donc, vous voyez, c'est de dire, voilà, par exemple, la découverte de la syphilis ou du sida serait une preuve que ces maladies existent et une preuve de la punition de Dieu qui est inscrite dans le Coran, si vous voulez. Donc ça va assez loin quand même. C'est pas que de la découverte scientifique, c'est aussi de on peut dire ça, une forme de morale. C'est pas super sympa. Voilà. Et autre chose aussi, il y a par exemple une sourate, je la lis là en français bien sûr, et quiconque Allah a la volonté de guider, il ouvre sa poitrine à l'islam, et quiconque il a la volonté d'égarer, il lui comprime la poitrine comme s'il l'élevait dans le ciel. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'idée que voilà, c'est l'idée, le fait qu'on ait découvert qu'à 7000 mètres d'altitude on puisse plus respirer, ça prouve que le texte a raison. Donc là, il y a moins de morale, mais enfin, c'est ce qu'on peut dire, c'est que il arrive que la science prétendument contenue dans le Coran sert aussi à justifier des lois islamiques de la charia, quoi. Donc je pense qu'il faut être aussi vigilant à cet aspect-là. D'accord. Voilà. Et donc, on en arrive à ce qu'on appelle le concordisme. Absolument. C'est un peu ça, enfin, de justifier des choses par d'autres. Alors, pour poser les définitions, le concordisme, c'est quoi ? Bon, Et alors. est-ce que c'est spécifique
à l'islam. Oui, non, non. Alors, donc le concordisme, moi, j'ai pas trouvé de définition. Tourner comme ça, les gens sont là J'ai aussi. pas trouvé de définition extraordinaire. Bon, alors j'en donne une autre définition. Je prends sur moi. Le concordisme, généralement, on entend ça par le concordisme des textes, le concordisme des textes avec la science. Voilà, c'est ce dont on vient de parler, l'Hijaz. Je donne une acception un peu plus large parce que je pense que c'est un terme qui est intéressant, plus intéressant que cette simple, disons, acception, qui est une forme d'intrication entre science et religion. Voilà, le concordisme pour moi c'est une forme d'intersection entre science et religion, et je base un peu mon livre là-dessus. Alors ça concerne pas que l'islam, bien sûr. Alors certains scientifiques comme Stephen Jay Gould ont essayé de vraiment de bien montrer, enfin c'est vraiment une épistémologie, je trouve, très marquante dont je me sers, qui est le principe NOMA. NOMA, non-overlapping magisteria, c'est-à-dire il n'y a pas de recouvrement des magistères entre la science et la religion, il n'y a pas de recouvrement des domaines, ce qui autorise quiconque à être scientifique, à être religieux par ailleurs, voilà, donc même les non-scientifiques à être religieux, enfin je veux dire il y a un respect des deux domaines. Alors c'est quelque chose dont on peut discuter éventuellement parce que ça a été contesté par d'autres scientifiques, ce principe qui est pour certains pas assez rigoureux, mais voilà, donc moi j'appelle concordisme tout ce qui sort du principe NOMA. Voilà, donc tout ce qui a tendance à faire une intrication, enfin une intrication c'est le maximum ça, mais une intersection entre science et religion. Et je vais vous prendre un exemple basé sur un autre livre des PUF là, qui est d'un sociologue canadien. Ce n'est pas une insulte, ce sont les presses universitaires de France. Pas de... un sociologue canadien que j'aime bien, Yves Gingras, que vous connaissez sans doute, qui a fait paraître l'impossible dialogue science et religion. Alors le titre est pas forcément très explicite, mais il montre, et mon livre est assez complémentaire, il montre comment certaines presses universitaires vont essayer enfin certains universitaires, souvent financés par des fondations privées, essayent de monter un dialogue entre science et religion, si vous voulez. Pardon ? C'est à la mode depuis. Oui, voilà, c'est à la mode. Mais Yves Gingras en démonte un petit peu les ressorts, c'est-à-dire qu'il montre comment ça se fait, comment ça se produit chez Cambridge University Press, quels sont les scientifiques qui participent à ça, souvent dans les sciences humaines, donc quelles sont les sources de financement, le fait que la fondation Templeton finance à la Royal Academy déjà évoqué des conférences sur science et religion, c'est pas neutre non plus. Donc vous voyez, c'était une forme assez bénigne, on pourrait dire dans ce cas-là, de concordisme au sens d'intersection entre science et religion. Au maximum, après, vous avez ce qu'on peut appeler une intrication entre science et religion, c'est-à-dire la science soumise complètement à la religion, c'est-à-dire la religion est une science sacrée, et on pourrait, je vous recite un exemple aussi là, parce que je nourrisse mon discours d'exemple là, mais par exemple chez Ramadan, vous avez quelque chose du style, le vrai scientifique, il observe un arbre, un botaniste, quelqu'un qui étudie les végétaux, il observe un arbre, et il observe comment ça fonctionne, la chlorophylle, etc. Mais, nous dit Ramadan, le vrai scientifique, il doit comprendre comment que c'est une création de Dieu, et c'est ça qui va l'aider à bien analyser les choses. Donc Tariq Ramadan pas oppose, mais met de manière complémentaire une science de l'esprit, la première que j'ai décrite, à une science du cœur. Alors tout le monde est d'accord avec une science du cœur, bien que ce soit assez antinomique, je pense, comme un oxymore presque, mais qui n'approuverait pas cette idée qui paraît très généreuse. Donc voilà ce que Tariq Ramadan un petit peu met, ça donne un exemple. Alors là, pour le coup, de concordisme entre une démarche scientifique, analytique, et quelque chose de beaucoup plus subjectif, plus subjectif. On pourrait vous dire, oui, bon, et alors ? Ils ont le droit de le penser. Qu'est-ce que ça pose comme problème pourquoi est-ce qu'on s'en plaindrait ? Qu'est-ce que ça fait ? Oui, alors moi je vous dis, j'ai pas de caractère militant particulier. J'ai tendance à penser quand même que la science qu'ils appellent occidentale véhicule, d'abord est un véhicule de la connaissance, et puis
véhicule certaines valeurs universalistes, dont aussi, mais ça c'est assez politique, mais enfin je pense que l'universalisme est quand même quelque chose d'assez important encore maintenant. Et puis surtout, au troisième point, elle véhicule enfin c'est pas un beau terme ça, véhicule, elle emporte une méthode qui est une méthode d'analyse, si vous voulez. Voilà, donc mélanger une méthode d'analyse, par exemple d'un végétal, et une méthode totalement subjective, qui n'est pas une méthode d'ailleurs. Je crois que voilà, on peut critiquer Descartes comme on veut pour la maîtrise de la nature, etc. Mais son discours de la méthode, enfin la méthode, c'était quelque chose au départ qui reste toujours valable, je pense, si vous voulez. Donc voilà, n'allons pas trop loin dans l'autre sens non plus. Donc moi, encore une fois, j'ai pas de caractère militant, mais je considère que il faut pas mélanger les choses entre une science de l'esprit et une science du cœur. Le deuxième terme voulant à peu près dire rien, quoi. Voulant à peu près rien dire, quoi. D'accord. Mais alors, pour revenir au concordisme, bon, c'est quelque chose qu'on constate qui est assez à la mode, j'ai l'impression, sur les réseaux depuis une dizaine d'années. Mais ça date de quand? Est-ce qu'on avait du concordisme à l'époque où les religions dominaient un peu tout? Est-ce qu'à l'époque du Galilée, il y avait du concordisme? Est-ce que c'est quelque chose, un phénomène récent? Ça sort d'où? Ou est-ce que c'est une transformation lente de quelque chose qui a toujours existé? C'est difficile de faire de l'histoire à longue traîne comme ça. On pourrait dire que avant, on essayait avant Galilée, on essayait d'expliquer la science par la religion, en quelque sorte. Oui, la religion avait un rôle d'explication du monde. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, et maintenant, en termes de magistère, on les a un peu, c'est un peu écarté pour laisser la place à la science. Donc, en fait, c'est une sorte de retour de bâton. Est-ce que de toute manière, à l'époque, les personnes qui avaient la main mise sur l'éducation, c'était pas les religieux? Oui, c'est ça. Donc, à l'époque où la religion avait une hégémonie sur le paysage intellectuel, fatalement, il n'y avait pas de voie scientifique qui serait hors du cénacle des religieux. Donc, oui, enfin là c'est un sujet compliqué. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a quand même des religieux qui ont apporté quelque chose à la science aussi. On a parlé de l'âge d'or du califat, Mersenne, oui, Mendel, mais même Gassendi, les jésuites, etc. Enfin, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc je ne veux pas trop rentrer. Pardon. Le maître. L'astronome Le Maître. Oui, bien sûr. Voilà, très bien, très bon exemple. Donc, seule chose que je peux dire, peut-être que jusqu'à Descartes à peu près, jusqu'à Galilée, on va dire, on essaye d'expliquer la science par la religion, ça c'est sûr. Et voilà, là, actuellement, on assiste à un regain du créationnisme, notamment du créationnisme scientifique, c'est-à-dire des gens qui avec des guillemets. Oui, voilà, oui, avec des guillemets. J'ai senti les guillemets, mais il faut qu'ils passent. Voilà, donc, intelligent design, etc. Mais alors, est-ce que ça, on doit s'en inquiéter de ce concordisme-là? C'est ça que vous voulez, en termes de concordisme, ou est-ce que ça signe une sorte de chant du cygne? C'est-à-dire qu'ils réagissent parce qu'ils se rendent compte que leur vision du monde n'a pas de prise sur comment on le décrit par la science. Du coup, ils vont employer les méthodes de la science pour essayer de faire passer leur vision du monde. Est-ce que c'est ça? Et est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce que dans les écoles, ça pose problème? Oui. Encore une fois, moi, j'ai du mal à dire. Voilà, j'essaye de poser certains éléments à mon lecteur. Moi, je vous fais parler, Monsieur Madi. Donc, pardon, j'ai perdu le fil. Je parlais des conséquences du concordisme. C'est-à-dire que, bon, il est là, on le voit. Oui, d'accord. C'est inquiétant ou pas? Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Après, chacun réagit. Est-ce qu'on doit s'inquiéter collectivement, individuellement? Moi, j'ai du mal à répondre à ces questions presque ontologiques. Bon, moi, ma théorie, à la fin, j'émets des hypothèses peut-être un peu spéculatives, qui sont voilà, dans les années 20, à mon avis, tous nous dans les années 20. Enfin, je veux pas trop faire porter à cette période-là, mais les années 20, à la fois dans le monde occidental, c'est un peu un chant du cygne pour le coup, c'est-à-dire un chant du cygne d'une forme de religion toute puissante. C'est à ce moment-là qu'il y a le procès du singe en Arkansas, qui est perdu par les darwiniens, mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, je pense, c'est-à-dire que il
aussi. C'est à partir de ce moment-là, dans les années 20, qu'il y a vraiment une cristallisation, y compris au sein du grand public, sur le fait que l'univers est très ancien, en fait. Donc, c'est une hypothèse de travail que j'ai maintenant, en ayant étudié pas mal de choses, y compris de la bibliographie secondaire, la géologie de Lyell, qui montre une Terre très ancienne, c'est 1850, Darwin, c'est 1850, la cosmologie d'Einstein, c'est plus tardif, mais disons qu'en 1920, avec les mesures de Hubble, etc., enfin, on commence à prendre conscience qu'il y a... Inévitable, quoi. Il y a quelque chose qui arrive. Oui, voilà, on peut pas revenir en arrière là-dessus, quoi. Donc, en tout cas, dans le monde occidental. Après, dans le monde, en pays d'islam, là, à ce moment-là, c'est un petit peu, je veux pas dire que c'est le contraire qui se passe, mais en 1920, il se passe quelque chose aussi là-bas. Là, je fais plus de l'histoire que de l'histoire des sciences, là. Et il se passe quelque chose aussi, c'est la fin de l'Empire ottoman. Et ça, je pense qu'il faut avoir ces repères historiques en tête, c'est-à-dire la création des frères musulmans en 1929, 28, 29, qui va à l'encontre, qui veut s'opposer à la kémalisation, c'est-à-dire la modernisation de la Turquie par Mustafa Kemal. Donc le sultan est déposé, Mustafa Kemal prend le pouvoir. Il y a une modernisation de la Turquie, presque une laïcisation, pour prendre un terme qu'on emploie beaucoup ici, qui se base, on oublie ça, c'est des positivistes. Mustafa Kemal, c'est un positiviste, ce qui se base sur la science. Et on rigole souvent de Nasser avec une vidéo sur le voile, etc. Mais c'est un peu le même principe. C'était un socialisme scientifique. Alors, juste pour dire à quoi on fait référence, on a Nasser dans les années 50, voilà, 60, ouais. Qui se moque des gens qui voudraient voler leurs femmes. Et donc, on voit bien le décalage avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans voilà, dans c'est ce ça, même oui. pays. Et il y a un décalage très fort, ça c'est certain. Mais donc, ce que je disais, c'est que la science joue un rôle. C'est ce que, alors je vais le citer parce que ça me paraît important, en tout cas cet ouvrage-là, Gilles Kepel, le prophète et le pharaon, il explique bien comment, dans les pays arabes, il y a cette lutte entre le prophète qui est le pouvoir religieux et le pharaon qui est le pouvoir temporel. Et ça existe du temps de Mustafa Kemal en 1920 en Turquie, il y a des phrases de Mustafa Kemal sur la science qui va nous libérer puisque il y a quand même l'image de l'Occident qui est là très présente et qui s'est modernisée et Kemal veut faire de même avec la Turquie. Et chez Nasser, il y a aussi cet aspect, le socialisme scientifique, je le dis pour les jeunes ici présents, le marxisme se voulait comme une science presque, et donc on retrouve ça chez Nasser aussi. Donc il y a cet aspect du pouvoir temporel, du pharaon, qui s'appuie sur la science. Et de l'autre côté, vous avez le prophète, c'est-à-dire le pouvoir religieux, les frères musulmans créés contre la kémalisation, et puis qui vont se trouver en Égypte très forts contre Nasser aussi, qui sont à l'opposé. À l'heure actuelle, on serait dans une sorte de réaction encore. Oui, voilà, c'est-à-dire une amplification de cette réaction. Ça, c'est assez spéculatif ce que je dis et je le revendique. Mais donc, de la même manière que les années 20 ont été un peu la fin le chant du cygne, pour reprendre votre expression, d'une forme de lien science et religion, d'une omniprésence de la religion en Occident, il y a une réaction qui se passe en terre d'islam, dans les pays méditerranéens notamment, et puis qui aurait pu, après tout, il y aurait pu avoir un décalage de 40 ans, et puis les théories darwiniennes, etc., acceptées en terre d'islam, pourquoi pas, ça aurait pu se faire. Bon, il n'y a pas eu de structuration scientifique, ça remonte à longtemps. C'est vrai qu'en Occident, c'est le moment où aussi les institutions scientifiques se structurent, et il y a des institutions de recherche qui apparaissent à partir des années 1900, etc. Donc c'est tout un courant qui se passe en Occident, qui ne se passe pas en islam. Islam avec un grand I, c'est-à-dire en pays d'islam, et donc voilà. Et ce qui se passe en 1980, pour le coup, bon là je fais un peu de politique à la fin, de géopolitique. Ce qui se passe en 1980, la révolution iranienne, etc. Ça va amplifier une réaction en fait, où là, en effet, tout ce qui est le discours sur la science contre la théorie de Darwin, etc. va peut-être pas se trouver sur le devant de la scène. C'est pas ce qu'il y a de plus important, mais fait partie de la doctrine
de ces mouvements-là. J'analyse même, je prends le risque d'analyser à la fin dans mon livre, plusieurs l'ont fait dans la presse là, mais le discours portant sur la science du mouvement Daesh, donc qui s'exprime très bien en français, lettre numéro 7 de décembre 2015, juste après les attentats, et il y a un discours anti-darwinien très clair, puisqu'il y a même l'aspect les professeurs qui professent cette théorie sont des criminels, voilà, etc. C'est donc, un peu là-dessus en termes de conséquences, c'est que moi je suis biologiste et je m'intéresse plus à la théorie darwinienne qu'aux autres. Peut-être que donc je suis biaisé. Mais j'ai l'impression que c'est quand même la théorie à battre, que c'est celle qui pose le plus de problèmes à la vision religieuse, en particulier à celle de l'islam. Et on a des discours sur Internet d'une violence totale, d'une bêtise crasse, sur cette théorie qu'ils ne comprennent pas et qui caricaturent, etc. Est-ce qu'on peut mesurer l'influence de ces penseurs de l'Internet, de ces penseurs après des intellectuels, les vrais, entre guillemets, ceux qui sont de l'université des pays d'islam avec un minuscule, quelle est leur influence, y compris sur ceux qui sont chez nous, je pense aux jeunes, qui sont influencés, et qui, en salle de classe, entendent qu'on leur parle de Darwin et ne veulent pas qu'on leur en parle. Dans quelle mesure il y a une vraie influence ou pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, c'est une question très lourde, bon courage. Ouais, bon, je vais peut-être vous décevoir, mais encore une fois, je suis pas militant au sens où les solutions, je les ai pas. Mais pour mesurer l'influence. Mesurer l'influence, c'est très difficile aussi. On peut le voir qu'au volume de réaction qu'on peut avoir. Moi, quand je fais des conférences sur l'alterscience, j'ai souvent des profs de biologie qui viennent me voir à la fin de mes conférences en me disant les problèmes qu'ils ont, etc., pour enseigner la théorie de Darwin, par exemple. Donc, faire une étude systématique de ça, pour l'instant, n'a pas été vraiment décidé dans l'éducation nationale, il faut bien dire ce qui est. Donc, c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs non plus de remuer trop cela. Bon, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça rentre en résonance avec beaucoup de mouvements occidentaux, faut bien dire ce qui est. Donc je ne dis pas qu'on doit battre notre coupe, loin de là, je ne dis pas ça du tout. Mais j'engage à avoir une réflexion en parallèle avec, donc je l'ai dit, sur la critique écologiste de la science qui se fait, alors là, qui elle en Occident est laïque, mais en islam qui est religieuse, bien sûr, mais les arguments sont à peu près les mêmes. Il faut parler aussi de tout ce qui est relativisme postmoderne aussi, parce que on va en parler, je pense, à la fin, voilà, ouais. donc ça c'est quelque chose que, par exemple, on va utiliser la postmodernité pour dire Hossein Nasr va nous dire, par exemple, la théorie de Darwin c'est le produit de son époque, si vous voulez. Ça c'est presque je veux pas dire que c'est, enfin bon voilà, c'est la science en action, c'est un Zeitgeist, c'est-à-dire c'est l'esprit du temps. Vous voyez, Darwin, ça ne fait que refléter ce qu'étaient les intellectuels britanniques du 19e siècle. Voilà, ça n'a pas d'autre importance. Il faut pas accorder une autre importance. C'est une négation de l'universalisme, de la portée ou de l'ambition universaliste des sciences. Ah oui, tout à fait, oui, mais ça, et puis vous avez aussi ça me revient maintenant, enfin des courants qui disent, l'humanisme avec un grand H, celui qui commence à la Renaissance, qui se continue avec les Lumières. L'humanisme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, si vous voulez. C'est l'homme qui se croit. C'est l'hybris. Oui, voilà, c'est ça, qui se croit lui-même Dieu. Et j'ajoute, les penseurs islamiques ne le disent pas, mais on pourrait ajouter, ça va jusqu'au transhumanisme, si vous voulez, qui est se croire éternel, voilà. Et donc ça, de toute façon, dans les mouvements de critique de la science, vous avez toujours cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois la défense d'un humanisme, mais qui est parfois bonne, si vous voulez. Donc là, il y a une réécriture de l'histoire en disant, voyez, la Renaissance, ça n'a pas apporté grand-chose parce que c'est une critique de la
enfin ça va à l'encontre de la notion divine, parce que l'homme se croit trop important, quoi. Donc vous voyez, il y a les mouvements par lesquels on a été bercés, nous, à savoir la Renaissance et les Lumières, sont fortement contestés par ces penseurs-là, ça c'est certain, hein. Ramadan ironise sur il y a les Lumières d'un côté qui sont quelque chose de multiforme, qui est au pluriel d'ailleurs, par rapport à la lumière, hein, avec un grand L, qui, comme les Lumières, remarquez, enfin la lumière qui elle est divine et ne saurait être au pluriel, si vous voulez. Donc, vous voyez, il y a cet antagonisme aussi qui se fait avec les courants d'idées qui ont constitué l'Occident aussi, il faut bien le dire. Dans la manière dont les personnes dont vous parlez, les intellectuels qui remettent un peu en cause le noma, il y a notamment le soma, peut-être que vous pourrez en dire un mot, mais dans leur bouche à eux, c'est quoi le but de la science? Je crois que là, il y a un hiatus important aussi dans la démarche, comment dire, occidentale, même si le mot n'est pas correct, de la démarche actuelle qu'on connaît, où la science, son but c'est pour dire de la connaissance, donc c'est la science pour la science, et en face, on n'a pas exactement le même ton, il me semble. Ah ben oui, voilà. Chez la plupart d'entre eux, c'est la science est un chemin vers Dieu, hein, ça va jusque là, quoi. Donc l'énoncé par quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais enfin qui s'inspire de Nasser, qui s'appelle Ziauddin Sardar, qui est un Pakistanais qui habite en Grande-Bretagne maintenant, qui est un grand vulgarisateur scientifique, mais qui est un polémiste, on pourrait dire. Il énonce la science islamique en 17 points, hein, et donc la science islamique qui s'oppose à une science occidentale et qui est une manière de faire de la science. On peut partager certains points d'éthique, mais la plus grande, le plus grand de ces points, c'est une science qui doit conduire vers Dieu et qui doit conduire l'homme à une meilleure connaissance de lui-même et au fait qu'il a été créé par Dieu. Je peux vous donner des exemples plus précis, si vous voulez, sur ces 17 points, si je les retrouve comme ça, parce que c'est quand même en plus c'est des articles qui se veulent, voilà, c'est une approche qui se veut scientifique, hein, Et dans quelle mesure ces gens-là sont écoutés? C'est ça moi qui m'interroge. Est-ce que c'est des gens qui font autorité vraiment? Sardar, oui, c'est quelqu'un qui est assez. Il fait partie du courant postmoderne. Je pas le comparer à des philosophes postmodernes français là, mais donc c'est quelqu'un. Il y a de la littérature secondaire sur lui. Il y a des universitaires, qui s'inspirent de sa pensée. Hein. Donc les 17 points, je vais pas vous les donner, hein, mais bon. La foi en la rationalité versus la foi en la révélation. Donc la science occidentale, ce serait la foi en la rationalité. La science islamique, ça doit être la foi en la révélation. Peut-être quelque chose de plus parlant. Donc ça, c'est une comparaison que lui-même il fait. Ah oui. Là, je l'ai résumé, mais enfin, en gros, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, la méthode. Tiens, point 3, une méthode toute puissante. Vous voyez, à chaque fois, on met des qualificatifs en plus sur la science occidentale. Une méthode toute puissante comme seul moyen de comprendre la réalité. La science islamique, de nombreuses méthodes basées à la fois sur la raison et la révélation, le cœur, dirait Ramadan, lui, objectives ou subjectives, mais tout aussi valides les unes que les autres. Hein. Donc, juste pour dire, la méthode toute puissante, ça c'est comment lui il décrit la science occidentale et la critique, oui, ce qui ne va pas, et pour qu'est-ce qu'il propose lui. Hein. Donc, voilà, tiens, sur le cœur, la science occidentale, la neutralité émotionnelle comme condition clé de la rationalité, la science islamique, l'implication émotionnelle est fondamentale pour une science qui nous élève socialement et spirituellement. Donc, tous les biais sont souhaitables pour eux qu'ils aient dans le bon sens. Voilà, les biais, c'est ça exactement. Oui. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire un mot? Donc, on a évoqué le noma. Donc le non-overlapping magistérien qu'on doit à Gould, à une époque où il voulait éviter les foudres. En fait, c'est ça. C'était stratégiquement pour éviter que les religieux mettent leur nez dans la manière dont on enseigne les sciences. Enfin, c'est pas la même chose. On a la science d'un côté. Et la religion, c'est mon téléphone qui est en train de sonner et c'est lui qui transfère en direct. C'est fou, mais ça marche. Bon, est-ce que ça marche? Oui. Nous n'avons pas perdu la connexion, tout va bien. Donc, et alors, du coup, dans votre livre, vous évoquez le soma, donc ça serait le soft
avant la paix. Mais alors qu'est-ce que Oui, c'est alors cette le sorte- Soma, c'est un truc qui est chez Huxley aussi, je crois. Enfin, si, qui ont lu Le Meilleur des Mondes. Mais enfin, non, donc à ne pas confondre là. Donc c'est l'astrophysicien francophone dont je parlais, Nidal Guessoum, qui est une figure qui commence à percer en France. D'ailleurs, Science et Avenir avait organisé un débat avec lui et Étienne Klein. Donc il est dans ce courant que j'appelle le courant théiste de la Fondation Templeton, c'est-à-dire que ce courant-là, où il y a des scientifiques chrétiens aussi, mais qui organise un certain nombre de congrès où on trouve pas mal de vidéos sur Internet. Ce courant propose, alors que la science a été depuis 1860 justement, on peut dire qu'elle a été. Alors vous choisissez les termes parce que athée, laïque, agnostique, voilà. Faites vos choix. Voilà. Les termes je préfère sont... athée. Je sais que par exemple Le Cointre prône une science laïque. Je trouve ça trop de connotation politique ce terme, puisqu'il est utilisé par ailleurs. Agnostique, certains veulent aller jusque-là, pourquoi pas. Oui, c'est le terme semble le plus neutre, on va dire. Mais disons que ces trois adjectifs s'opposent à la science que promeut Templeton, qui est une science théiste. Alors c'est pas n'importe quoi parce que c'est des physiciens qui parlent. Alors là, c'est pas des physiciens qui contestent la science actuelle, mais qui contestent un de ces dogmes qui est la séparation d'avec la religion. Est-ce que le mot dogme était le bon mot? Oui, non, pardon, oui, c'est vrai. Excusez-moi, oui, on en vient à se prendre les pieds dans sa propre prose, mais oui, le principe, voilà, donc d'une séparation de la science avec la religion. Donc, qu'est-ce que c'est que la science théiste? C'est de dire, il faut réintroduire, il faut examiner les hypothèses physiques. La science avancera si on imagine qu'il y a un principe créateur. Vous voyez, donc ça rappelle Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. C'est quoi, pardon, Pasteur? Pasteur disait, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Oui, voilà, d'accord. Oui, ça Teilhard dit ça aussi. Teilhard de Chardin. Alors, je dis pour les jeunes Teilhard de Chardin a écrit ça encore dans les années. Il meurt en 55, mais il est quand même assez lu dans les rayons philosophie. Il est plus pris au sérieux comme scientifique, mais en 1965, encore à l'UNESCO, on fête le 10e anniversaire de la mort d'Einstein et de Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est ensemble. Il y a le directeur général de l'UNESCO qui fait un discours sur le 10e anniversaire de la mort des deux. Donc aussi, je dis ça parce que je travaille beaucoup sur les années 60 en France en ce moment et c'est assez intéressant de voir ça. Alors je ne sais plus où j'en étais. Oui, la science théiste. Oui. Voilà. Donc c'est vous qui disiez Pasteur. J'ai cité Teilhard. Bon, la science théiste, c'est de dire il faut reconsidérer les principes de base de la science telle qu'elle est faite en Occident. Et ça veut dire, par exemple, l'utilisation du principe, mais j'en arrive au Soma, l'utilisation du principe anthropique. Alors le principe anthropique qui est en cosmologie, qu'on peut considérer comme un principe scientifique dans sa version qu'on appelle principe anthropique faible, qui est de dire, le fait qu'il existe la vie sur Terre, que l'homme existe, permet de discriminer entre différentes hypothèses physiques qu'on pourrait avoir dans une physique qui, il est vrai, est très hypothético-déductive aussi. Donc, on élimine un certain nombre de théories possibles, sachant, c'est un peu du bayésien, sachant que l'homme existe. Alors ça, c'est le principe anthropique faible. La palissade, c'est-à-dire qu'il faut que l'univers permette qu'on existe, sinon c'est pas le bon. Oui, d'accord. Enfin, bon, alors là, la palissade peut-être. Oui, d'accord. Je pense que c'est utile. Ça a du sens. Oui, ça a du sens. Voilà. C'est transformé et instrumentalisé, à mon avis, en un principe anthropique fort. Ça devient, le fait que l'homme existe prouve qu'il y. Enfin, le principe anthropique va être utilisé en disant, il est déformé. Le fait que l'homme existe permet de discriminer en différentes théories. Ça se transforme petit à petit entre le fait que l'homme existe montre que il y a eu à un moment une volonté de le créer, soit par un dieu, soit par un principe créateur. Et donc vous avez le principe anthropique qui va être comme ça gonflé à maximum. J'essaye de l'expliquer un petit peu là dans mon ouvrage. Et ça conduit cet astrophysicien assez médiatique sur les sites Ouma, etc. C'est lui qui fixe les dates de début de Ramadan pour regarder les étoiles, etc.
il propose un principe soma. Alors, attardons-nous un petit peu sur ce principe soma, qui est un soft overlapping magisteria. C'est pas no overlapping magisteria, c'est soft overlapping magisteria. C'est-à-dire, on doit faire un léger recouvrement des magistères pour mieux enseigner la science à nos étudiants, notamment nos étudiants musulmans. Il enseigne à l'université de Sharjah, mais pas seulement. Voilà, donc il faut qu'on ait un principe soma. Alors, moi, à mon avis, c'est une dénaturation. Soma, c'est une dénaturation complète. Ça paraît soft, ça paraît proche de Noma, mais c'est une dénaturation complète de Noma. Hein. Ça, je le dis. Parce que Noma, c'est soit il y a, soit il n'y a pas. Oui, donc, voilà. S'il n'y a pas Noma, il n'y a pas oui, de Noma du tout, quoi. Oui, voilà, absolument. Et donc, c'est à la fois une erreur du point de vue. Enfin, c'est une hérésie, j'allais dire. Peut-être pas. On est influencé par les mots. Oui. Une ineptie, on va dire, du point de vue scientifique. Hein, enfin, c'est déconsidérer la science, non. Mais c'est déconsidérer le public auquel on s'adresse aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, ça veut dire qu'on est, ça veut dire que ce public-là, on pourrait pas lui apprendre vraiment ce que c'est que le Noma et ce que c'est que la démarche scientifique. Il faudrait passer par un soma. Et il faut faire attention comme ça au processus de soft, hein, de neutralisation de certains aspects, parce que je trouve ça assez inquiétant, là, pour le coup, pour reprendre votre adjectif de tout à l'heure. Là, ça, c'est très clairement, oui. Donc, on va s'arrêter pour cette deuxième partie. On viendra dans la dernière partie sur l'alterscience, qui est le concept que vous avez inventé, hein, on peut le dire, pour décrire un peu ce qui se dit. Et j'aimerais du coup qu'on dise un mot sur aussi le révisionnisme, qui est aussi une particularité qu'on retrouve dans le cas de l'islam ici, qu'on retrouve moins, j'ai l'impression, vous le direz si c'est vrai, dans d'autres types de discours religieux. Et donc, on va passer à la pause musicale, et je vous propose de regarder une reprise de la chaîne Le 7 Barré. Ton micro ne marche pas, on va l'éteindre. Tiens, prends celui-ci. Oui, il s'agit d'une reprise extraite de Final Fantasy VIII, d'un morceau qui s'appelle Succession of Witches. Vino
Vicos, vinosec, fitos, losec, vicos, vinosec. 1, 2, ça marche. Mais il est bizarre. Ce micro, du coup, je vais le garder pour l'instant. Bonjour. Est-ce qu'on veut bien applaudir un petit peu le retour plateau? Merci bien. C'était donc une chanson de Vlad. Tu as bien chanté, Vlad. On est content. C'est gentil, merci. Voilà. Nous sommes de retour pour parler donc avec Alexandre Moati sur Science et Islam au XXIe siècle. Et là, on va élargir un peu le scope pour parler de l'alterscience. Mais juste avant de parler de l'alterscience, dire un mot sur le révisionnisme qu'on trouve dans pas mal de propos de la science dite islamique, ou islamiste, je sais pas comment dire, et qu'il me semble à moi, alors peut-être que j'ai tort dans ce cas, que c'est assez spécifique à ce discours-là. On le retrouve en tout cas moins dans les discours religieux qui veulent empiéter sur la science. Oui, alors là, je pense que faut, dans ce que vous dites, je pense qu'il faut distinguer entre ce qu'on peut appeler un révisionnisme historique et puis ce qu'on appelle plus couramment le négationnisme dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc je vais parler du premier d'abord. Le révisionnisme historique, on en a dit un mot déjà tout à l'heure. Le révisionnisme historique, ça veut dire réécrire l'histoire. C'est l'exemple que je donnais sur Nasser Boutamina, qui réécrit l'histoire en disant que les Grecs n'ont rien apporté, ils étaient spécialistes de l'huile d'olive et de la pêche à la sardine, quoi, si vous voulez. Donc, voyez, ça, c'est une forme de... Et il donne un nom, c'est ça qui est intéressant, c'est des gens qui théorisent. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'alterscience, c'est la théorisation aussi, parce que c'est des gens qui oui. Croient en la science, d'ailleurs, parce qu'ils théorisent. Une sorte de menace théoriste. Oui, une menace théoriste, pas mal ça. Et donc là, la menace théoriste s'appelle chez Boutamina le rétablisme. Donc il appelle ça le rétablisme, hein, et il veut montrer que voilà, il faut rétablir la science arabe dans toutes ses prérogatives. Donc voilà, ça c'est une forme de révisionnisme historique. Et est-ce qu'on retrouve ce type de discours-là ailleurs que dans les discours disons là, pour le coup, là, le révisionnisme historique, mais vous pensez, je pense, au négationnisme plutôt. Peut-être que oui, mais voilà. Du coup, si je fais la confusion, peut-être que d'autres le feront. Oui, alors, mais c'est pour ça que je voulais passer au négationnisme, qui est un autre discours, à mon avis, qui est un discours beaucoup plus radical. Déjà, le premier, il est pas mal, mais bon, qui est un discours avec des certaines connotations antisémites, et c'est vrai qu'il faut bien le dire, il y a une tradition de ça dans une infime partie du monde musulman, mais qu'il faut le dire, avec quelqu'un auquel je consacre un chapitre, parce que il me paraît très important, je ne parle pas que de ça, mais qui s'appelle Saïd Qutb, qui est une espèce de propagandiste des frères musulmans, qui est pendu par Nasser en 1966, qui a une espèce de révélation à la suite de son voyage aux États-Unis. Il devient un fervent anti-moderne, en quelque sorte. Il voit ce que c'est la modernité aux États-Unis, la place de la technique, de la science, et il considère que c'est un État anté-islamique, c'est-à-dire c'est des gens qui sont barbares. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a ça s'agrémente chez Saïd Qutb de certains discours antisémites qui ont déjà été pas mal étudiés par le sociologue Pierre-André Taguieff, etc. Donc ça va de nos jours jusqu'à quelqu'un comme le frère de Tariq Ramadan, qui est Hani Ramadan, qui est un peu la face cachée et qui tient des discours. D'abord, c'est un complotiste au sens où il pense que les attentats du 11 septembre, Mohamed Merah, etc., c'est des coups montés. Hein, donc, inside job. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Ouais. Oui, donc à qui profite le crime, hein, en quelque sorte. Voilà, donc. Théorie du complot. Oui, tout à fait. Il parle du maréchal Sissi, l'ancien président égyptien, comme d'un agent sioniste. Donc, si vous voulez, j'ai un peu sorti du contexte, mais c'est donc quelqu'un qui est assez virulent. Il faut dire aussi que ça trouve sa source chez un philosophe français qu'on a un peu oublié, qui vaut le coup de reciter à l'occasion, puisque c'était un marxiste-léniniste pur et dur, là, Roger Garaudy,
Garodi, 1913-2012, que les jeunes ici présents n'ont pas connu, mais qui est passé d'une forme de marxisme-léninisme pur et dur, qui se fait exclure du PCF parce qu'il avait une vision de la science, justement. Il voulait faire c'était plus la lutte des classes, c'était ingénieurs, techniciens, ouvriers qui sommes dans les usines, unissons-nous pour un monde meilleur, etc. Donc il y avait une vision de la science chez Garodi qui était tout à fait étonnante. Est-ce que c'est ça le vrai islamo-gauchisme ? Oui, on peut dire que Roger Garodi, enfin pas pour cette raison-là, mais Roger Garodi pourrait être une des sources de ce qu'on appelle maintenant l'islamo-gauchisme. Oui, ça c'est certain. Et d'ailleurs, Roger Garodi est beaucoup lu, traduit. Il a reçu un prix, je le mentionne. Donc la seconde partie de sa carrière, il va se convertir à l'islam et il va défendre un certain nombre de thèses sur la science aussi. Il est condamné pour carrément négationnisme là, donc je dis bien négationnisme. Donc et donc Roger Garodi, dans la seconde partie de sa carrière, va être un islamologue il va faire des conférences dans des mosquées sur le thème l'islam va nous sauver, etc. C'est toujours la même chose, de la même manière que le marxisme-léninisme devait nous sauver, c'est l'islam qui va nous sauver. Voilà. Non, je mentionne Roger Garodi parce que lui, il a été effectivement condamné pour négationnisme. Hein, et c'est une source qui est citée par un certain nombre de. Je suis juste un chapitre que je consacre à ça, mais cette source est intéressante. Parce que les gens vont se demander ou nous reprocher, c'est est-ce qu'il y a une parenté entre cette pensée-là, ce Garodi, Ramadan, est-ce qu'il y a un continuum? Ramadan Hani, Ramadan le frère. Le grand avantage, quand un mot comme islamo-gauchisme est lâché dans un live, c'est que ça me permet de tester la latence du chat, qui est considérable. C'est 25 secondes, non? C'est plus que ça? Beaucoup. C'est beaucoup. Désolé, le chat. C'était un mot aussi pour je pense qu'on l'a quand même mis en contexte, là. Hein. On l'a pas lâché, comme vous dites. Tout à fait. Mais alors, du coup, est-ce que cette position de Garodi, est-ce que c'est un lien, ou est-ce que est-ce que c'est éclaté comme pensée, ou est-ce qu'il y a une cohésion de manière générale dans tout ce qu'on a décrit ce soir? On parle du négationniste là, de tout ce qu'on a. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, alors je réponds. C'est difficile de donner une unité à des courants qui sont négationnistes, etc. Donc, mais bon, je pense qu'il y a une parenté d'idées entre Garodi et Hani Ramadan, ça je suis sûr. Bon, ben voilà. Donc, je l'ai dit, je vais pas le redire 50 fois. Mais donc, entre tout ce que j'ai décrit ce soir. Oui, enfin, il y a une parenté. Ça va du plus radical au moins radical, qui est, enfin, dans l'autre sens plutôt, le moins radical, qui est ce philosophe Hossein Nasr, qui fait une critique écologique de la science, qui n'est pas inintéressante, encore une fois. Mais dans tous les cas, il y a des points communs, si vous voulez. Je sais pas, je vais les reprendre là, ces points communs. C'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que j'appelle alterscience, c'est-à-dire, je l'ai redit quand même, parce que voilà, c'est une science du cœur différente d'une science de l'esprit, c'est-à-dire une dénaturation de la méthode scientifique. Faut quand même dire ce qui est, quoi. Donc c'est une dénaturation de la méthode scientifique. Une science comme moyen d'accès à Dieu, ça revient en permanence. Une science de l'unité globale, une science globale interdisciplinaire. Alors je dis pas que l'interdisciplinarité c'est une mauvaise chose, mais enfin, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand elle est prônée comme ça, surtout pour montrer l'unicité de Dieu, le tawhid, je crois que c'est un peu. Quand on cherche une science holistique, je trouve que holistique, ça rime vachement avec holy shit. Ah ouais, oui d'accord, ouais. Je trouve personnellement. Tu dois vraiment arrêter avec tes théories pourries sur les raisons anglicistes des. J'aime bien la terminologie aussi. Je pense que c'est l'étymologie réelle de l'histique. Tu dois cesser. Oui, c'est Lacan, c'est lacanien. Voilà. Les excuses, pardon. Un jour, Mandax vous parlera de ces théories sur l'étymologie de l'expression shit-din. Non, mais c'est très lorrain, j'ai découvert ça, ça n'est pas dans le thème, et tu es en train de polluer l'émission, là. Ça se passait bien, il n'y avait pas de terrorisme, et tu arrives. Tu vas te calmer maintenant. Pardon, monsieur Moati, toutes mes excuses. Et puis, voilà, les autres points communs, une opposition à Darwin, et puis l'appui permanent au Coran aussi, ça c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire pas seulement chez ceux qui font l'Ijaz, la miraculosité scientifique, chez Tariq Ramadan, chez Hossein Nasr, chez Sardar, vous avez, ils font des raisonnements, ils prônent une science islamique, par exemple, en disant, à chaque fois en s'appuyant sur des sourates du Coran. C'est tout à fait étonnant de voir comme ça des discours où on s'appuie à chaque fois, des discours qui sont a priori des discours de sciences humaines, s'appuyant sur des sourates du Coran qui servent de base, quoi. Et sur les hadiths aussi Principalement le Coran, oui. Donc, mais alors,
donc c'est une science dénaturée, donc une science altérée, donc une alterscience. Oui, voilà, oui. Donc c'est ce que vous. Donc, en gros, c'est votre œuvre avec des. Oui, tout oui, ce que ça peut valoir ça, de Henri Delcamp, mais donc je conseille l'ouvrage Alterscience, qui est sorti il y a quelques années déjà. Oui, en 2013, oui, c'est ça. Voilà. En 2 mots, qu'est-ce que c'est et comment ça s'inscrit dans cette description de l'alterscience? Ah oui, alors là, l'alterscience, c'est là aussi, c'est un assemblage. Je le revendique comme tel. D'abord d'une opposition aux théories physiques au départ les mieux établies. J'avais commencé par l'opposition à la relativité. Ça peut être des ingénieurs. Moi, j'avais travaillé sur le cas de Maurice Allais, qui était un prix Nobel d'économie, qui contestait la relativité, qui faisait des communications à l'Académie des sciences sur le sujet parce qu'il était appuyé, etc. Donc j'avais commencé comme ça. Et donc ça va à la proposition de théories physiques alternatives, enfin qui tiennent pas debout, mais bon. Et très vite, il y a de l'idéologie qui vient là-dedans, si vous voulez. Donc c'est un peu l'effet alternatif avant l'heure. Oui, absolument, oui, exactement, oui. De toute façon, on redécouvre toujours les mêmes choses en les appelant autrement, je pense. Donc, moi, j'avais appelé ça alterscience. Et vous avez aussi tout ce qui est j'ai beaucoup étudié les critiques d'une certaine de mouvements très très à gauche. Bon, ça m'a pas fait que des amis en effet, mais contre la science occidentale, contre la science contemporaine, disons. Vous voyez que la constante de Planck, elle a été inventée pour que les aciéries Krupp puissent fondre leur acier de la Première Guerre mondiale exactement à la bonne température. Donc c'est parce que c'est l'interaction matière-lumière, la constante de Planck, oui. Etc. Donc c'est avec le rayonnement lumineux qu'elle a été. Donc c'est pour que les aciéries Krupp, que la pilule, elle a été inventée parce que dans les années 50 parce que les industries américaines et japonaises de l'électronique avaient besoin de l'habileté des femmes au travail. Donc il fallait que les femmes aillent travailler en masse. Donc c'est pour ça qu'on a inventé la pilule. Donc vous voyez. Un peu une science sociale. Voilà, oui, donc la science comme complètement inféodée au capitalisme en quelque sorte. Donc voilà, c'est ce genre de critique que j'ai étudié aussi. Donc on a encore à laquelle Big Pharma, est-ce que c'est la même logique? Je ne connais pas spécifiquement Big Pharma. Non, mais c'est des gens qui vont être anti-vax parce que les vaccins, vous comprenez, ça rend bien service à ceux qui nous les vendent, machin, parce que leur but, c'est pas que vous soyez malade toute votre vie, etc. Enfin, on a cette logique que la science médicale serait inféodée aux intérêts économiques des uns des autres. Oui, ça ressemble beaucoup tel que vous le décrivez là. Oui, donc pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Et vous avez des parallèles, ce que j'appelle moi des apparentements terribles. Justement, tiens, pour nous ramener sur le sujet science et islam avec le sujet science et ultra gauche. Alors, je sais que ce terme est très touchy, mais les deux d'ailleurs. Vous voyez, vous allez voir par exemple chez Haroun Yahya là, qui avait envoyé l'Atlas de la création à tous les lycées et collèges en 2007. Là, vous avez des raccourcis qui sont assez incroyables. Donc, le darwinisme est la cause de tous les maux du XXe siècle, en quelque sorte. Oui, le darwinisme, c'est le darwinisme social, c'est la cause donc du colonialisme et puis des massacres de masse dans les colonies, qui ont existé. C'est la cause de la Shoah, etc., et de massacres des handicapés, etc. Donc le darwinisme est la cause de tous les maux du XXe siècle, et Haroun Yahya termine en disant heureusement le XXIe siècle sera le siècle de la religion et plus particulièrement de l'islam. Et j'avais fait une comparaison, c'est assez étonnant parce que dans certains discours très engagés politiquement qui n'ont rien d'islamique, on trouve la science est la cause de tous les maux du XXe siècle. C'est des camps de concentration jusqu'aux champs de production d'OGM. C'est la même chose finalement. La science n'a eu de cesse que de trouver des espaces plus larges
pour se valider, etc. Et Darwin, la théorie de Darwin en particulier, Darwin, ça a été le valet du capitalisme parce que c'est l'homo economicus, la sélection qui devait, la sélection du meilleur qui saurait s'adapter le plus à des conditions économiques de plus en plus difficiles. Donc voilà, en gros, je vous la fais brièvement là, mais bon, il y a des apparentements argumentatifs, en tout cas, entre ces deux. Vous me demandiez des exemples, je vous en donne. Donc, en vrai, c'est pas ça, Darwin, du tout. Hein. Oui, donc voilà. Donc, on pourrait vraiment sur l'opposition à la théorie darwinienne, il y a beaucoup à dire. Ben, j'essaye justement de le dire. Et donc, ça pourrait dire que c'est quelque chose qu'on retrouve qui n'est pas spécifique à l'islam, et que l'émission de ce soir n'avait pas pour but de dire il y a la bonne science occidentale et puis les arriérés du tiers-monde, du Moyen-Orient, ou que sais-je. C'est pas du tout ça le propos, mais qu'il y a bien plein de discours qui ont pour trait commun de vouloir instrumentaliser la science. Voilà, c'est ça, oui. Et détourner les codes. Et nous, on s'intéresse pas mal aux pseudosciences. Et l'une des choses qui me semble amusante, c'est de constater que ce sont des gens qui combattent la science, mais qui vont en utiliser les codes parce qu'ils reconnaissent que c'est un discours qui n'est pas comme les autres. Donc, il a une validité en soi. Et en même temps, ils veulent s'y opposer. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, leurs attaques, c'est une sorte de reconnaissance que la science a quelque chose de particulier. Oui, peut-être on peut la couronner comme ça, en effet. Oui, vous avez raison. Hein. Donc, mais l'inversion, elle se fait dans d'autres domaines aussi. L'inversion, elle existe quand les climato-sceptiques utilisent le discours de la tour pour dire, voyez, toute vérité est bonne à dire. Nous aussi, on doit dire. Oui, voilà, c'est ça, dire nous aussi, puisque tout discours scientifique est relatif. Voilà, le nôtre a tout son poids aussi et donc, je me rappelle d'un entretien du Monde en 2012 où Bruno Latour faisait machine arrière face au discours climato-sceptique, justement. Donc, en revanche, là où je resterai assez ferme, si vous voulez, sur le sujet qui nous occupe, on peut dire en effet, encore une fois, je dis, ça concerne qu'une petite partie du monde musulman, mais c'est vraiment sur la défense de la méthode, quoi. Hein. Donc, et j'essaye de conclure là-dessus. D'ailleurs, hein, il y avait une vidéo de l'imam de Brest là, parce qu'elle avait fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait des histoires que fallait pas écouter de la musique, etc. Mais moi, je me suis tapé toute l'audition de cette vidéo et oui, dès le début d'ailleurs, il y a un truc. C'est pas que de la musique qui rend, je sais pas quoi, qui fait de nous des. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que mais dès le début, l'imam il dit à ses enfants qui sont en classe d'éducation religieuse le mercredi là, et il dit et on ne lève pas. C'est la dernière citation que je fais de mon ouvrage. Et on ne lève pas le doigt dans mon ouvrage, pour poser une question, ça ne sert à rien. Et on ne lève pas le doigt pour poser une question, ça ne sert à rien. On ne lève le doigt que quand je pose une question. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, on voit ces gosses qui sont très à 8 ans là, et on leur dit ça. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est enfin, je vais pas en faire une généralité de cette citation, mais encore une fois, je pense sur la méthode, je serai assez ferme. Moi, c'est vraiment la capacité de raisonnement et de discussion, enfin, de se poser des questions qu'amène la science et qui amène à se poser des questions dans d'autres domaines que le domaine scientifique. Justement, c'est ça qui est je pense, faire une opinion entre sur le terrorisme ou sur d'autres trucs. C'est un peu tout le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rendent bien compte que la méthode scientifique amène à questionner tout, y compris ce qui ne devrait pas être questionné, parce qu'ils trouvent que c'est pas questionnable. Absolument, c'est pourquoi il dit ça à ses élèves là. Donc et donc là-dessus, sur ce point de la méthode, je resterai assez ferme. C'est exactement la thématique que nous on veut défendre, c'est la démarche. Justement. Je me tourne vers Vlad pour un dernier panorama sur le magnifique chat et les échanges constructifs, intelligents qui s'y déroulent, je suis sûr. Ils sont toujours sur la gauche à l'islam. D'accord. Autant pour moi, islamo-gauchiste. Je vous avais dit. Le mot à ne pas lâcher sur Internet. Islam, ça allait, mais ajouter gauche. Est-ce que tu veux bien te déplacer dans la salle, mon cher Vlad, pour que notre public nombreux... Allez, faisons ça. Navré le chat, mais il y a 25 secondes environ, je ne suis plus là. Voilà. Alors, on a une question devant. C'est parti. Voilà. Bonjour, monsieur Moati. Tout d'abord, une
Petite question, c'est quelles conséquences au final de l'ouverture des monarchies wahhabites au libre-échange, en fait, enfin, au libre-échange mondialisé notamment, enfin, quelles conséquences sur la science et dans le cadre de l'exploitation des énergies carbonées, est-ce que ça a amené ce défi technique a amené des transformations, un impact sur l'appréhension de la science dans ces pays? Bienvenue dans le colloque de la géopolitique internationale. Alors, bon courage. Ah là, oui, non, c'est difficile. Moi, je suis pas, en effet, un géopoliticien. Ce que je remarque, c'est que, oui, il y a eu beaucoup d'argent qui est mis, mais il n'y a pas que moi qui dis ça, qui est mis pour soutenir des mouvements qui contestent la science. Oui, le mouvement il y a beaucoup d'argent qui est né du pétrole, qui est mis par le wahhabisme sur des mouvements comme la commission des signes scientifiques dans la Souna, un gros budget, qui invite des scientifiques européens à venir parler à Dubaï, à Jeddah, et de montrer que de parler de science et religion en quelque sorte, et finalement de faire un peu une exégèse du Coran aussi, puisque Maurice Bucaille a trouvé des successeurs scientifiques contemporains. Et par ailleurs, il n'y a pas que moi qui dis ça. Il y a, si vous lisez Fawzia Charfi ou Eder Taner-Edis, ils expliquent que l'argent du pétrole a servi à financer un certain nombre de prédicateurs dans tous les pays méditerranéens notamment. Donc voilà, c'est la seule chose à laquelle je puisse répondre en relation avec le pétrole. Donc on va pas faire trop de géopolitique, c'est pas le. Enfin, non, la question se pose certainement, mais est-ce qu'on peut avoir des réponses ici? C'est pas forcément facile. Si vous avez des questions là-haut, Vlad. Oui. Vlad, il y a des questions. Où ça? Ah, très bien. Il y a plein de questions. Oui, bonjour à tous. Alors moi j'ai une petite question concernant une phrase que vous avez employée, c'était la religion qui explique la science. Est-ce que ça serait pas plutôt, en disant ça, tirer une balle dans le pied à tout ce qui est islamologie ou etc. Puisque ce sont des sciences qui essayent d'expliquer la religion. Est-ce que ce qu'on reproche à la religion, c'est d'expliquer la science ou d'essayer d'expliquer le monde au final? Bon, je vais essayer de me replacer, parce que ça, c'est des formules un peu faciles, peut-être là, que j'ai utilisées comme ça, disons schématiques. La seule fois où si je reviens à mes écrits, voilà, je veux dire que avant Galilée, on essayait d'expliquer la science avec des a priori très fortement religieux, voilà, pour être plus précis. Donc on expliquait expliquer la science qui est questionnée. Oui. Est-ce qu'on explique la science ou est-ce qu'on crée une science pour expliquer le monde avec un angle qui va être religieux pour le coup? C'était ça non. Là, c'était à peu près ça. Enfin, la science était très inféodée à la religion. Enfin, c'était difficile de. C'était difficile de ne pas avoir pour a priori, un peu comme Descartes, qui a douté de tout sauf de Dieu. Il était ça, le mec. Et je pense que c'est ça la question. Mais l'opposition que je faisais, c'est à propos, et ça j'ai pas eu le temps de la développer, mais c'est à propos du créationnisme dit scientifique, c'est-à-dire, là c'était l'inverse, c'est-à-dire expliquer la religion par la science. Mais enfin, encore une fois, c'est des formules un peu à l'emporte-pièce, ça, c'est-à-dire, c'est des gens, il y a des astrophysiciens protestants américains ou musulmans qui essayent d'expliquer, alors encore une fois, pardon, la religion par la science, c'est-à-dire que ils vont essayer de prouver l'existence de Dieu par la science, quoi. Donc c'est ça, le créationnisme dit scientifique, on pourrait dire ça. Mais bon, je réponds pas trop à votre question là, je me rends compte, mais voilà, c'était juste le sens du chiasme que je faisais, mais bon, qui sont parfois des formules faciles. Et une question tout au fond. Quand Vlad se sera réveillé, ça y est, il se réveille, il se déplace. J'attendais simplement qu'on lève la main. Mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Déjà, je me présente, moi je suis musulman. Je fais mes études à l'école des mines, ici à Nancy. En fait, j'ai un problème avec la démarche. Quand on parle de la démarche scientifique,
Vous venez de parler de sciences islamiques. Moi, je ne trouve pas à l'islam, parce que quand on dit l'islam, on ne parle pas de scientifiques musulmans, mais on parle plutôt des textes religieux musulmans. Pour moi, la démarche scientifique normale, qui peut venir de l'islam ou universellement parlant, c'est une démarche qui est universelle. C'est soit une logique mathématique, soit qui vient de l'expérience. Alors, le point qui me dérange le plus, c'est que là, on est en train de traiter ce que disent des musulmans qui veulent chercher dans les textes religieux et veulent coller des choses à pour expliquer des choses qui sont dans le monde. Alors ça, c'est pas ce qui est dit dans l'islam. Et d'ailleurs, les scientifiques qui sont marquants dans l'histoire de l'islam n'ont pas utilisé cette démarche. Citant par exemple Averroès ou qui est Ibn Rushd, par exemple, il a fait beaucoup. Il était le leader, par exemple, dans la médecine. Et lui, sa démarche, il était complètement similaire à la démarche maintenant utilisée à l'Occident et universelle. Alors pour moi, j'ai juste ce point-là, il est un peu bizarre parce qu'après, lorsqu'on parle un peu de la science et l'islam, plutôt on devrait parler de science et musulmans. Et le fait d'essayer de coller ça, moi je trouve que c'est un peu un manque de foi. Parce que pour les wahhabites par exemple, c'est des gens qui se disent voilà, nous on va pas faire de la science parce que peut-être on trouvera des choses qui seront en contradiction avec l'islam. Et si on trouvera des choses qui sont en contradiction avec l'islam, ça on devra remettre en question tout ceci. Mais par contre, ces gens-là, ils essaient de coller ces choses-là à l'islam pour dire voilà, l'islam c'est la religion, la vraie religion. Mais après, pour moi, un musulman qui fait de la science, qui se respecte, il doit faire la science universellement parlant, avec une démarche universelle. Et après, si jamais il trouve quelque chose qui va avec ce qui est dans les textes religieux, je ne trouve pas de mal qu'il cherche à ce qu'il renforce sa foi à travers ceci. Je pense pas qu'on ait dit le contraire. C'est juste que non, bien sûr, oui, mais tout à fait. Il y a des gens qui vont malheureusement essayer d'interpréter. Après, c'est toujours pareil. Le concordisme, même si les gens font le concordisme, ils reculent à chaque fois. C'est-à-dire on peut pas transformer les faits scientifiques, on va transformer comment on lit le texte. Donc oui, tout à fait, mais bon, alors moi aussi j'ai fait l'école des mines de Paris, alors mais donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. J'ai bien précisé que c'était un certain corpus de l'islam que j'ai étudié en tant que tel. Parce que il me paraît à la source de certains problèmes qu'on peut voir d'opposition à la théorie de Darwin, par exemple dans les lycées et collèges, quoi. Voilà. Donc peut-être par exemple que des professeurs de SVT ou d'autres seraient intéressés à comprendre quelles sont certaines sources. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne prétends pas. C'est toujours le problème d'un titre. Un titre, je ne traite pas la généralité du sujet. Et encore en plus, ce titre peut être mal interprété. C'est pas un antagonisme entre deux choses. Je décris ce qui, dans l'islam concernant la science, dans une partie de l'islam concernant la science, est parfois sujet à controverse. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et je dis bien que ça s'accompagne, ça existe dans des mouvements beaucoup plus globaux. J'ai rappelé Gingras, le dialogue science et religion avec Templeton et certaines presses universitaires anglo-saxonnes, voire la Royal Academy. Donc ça s'inscrit dans des mouvances beaucoup plus larges. Mais je pense que c'était quand même important de montrer ce corpus-là. Et en effet, vous avez raison, la science islamique, ça n'a pas beaucoup de sens. On ne la pratique pas comme ça. Et vous-même, qui êtes musulman et qui êtes aux mines de Nancy, vous avez raison de ne pas la pratiquer comme ça, quoi. Mais c'est intéressant de voir comment ces penseurs-là, encore une fois, dans ce corpus bien particulier, la définissent et voilà pourquoi ça conduit d'une certaine manière à une impasse, ce en quoi nous sommes d'accord, je pense. In fine, ça pose la question de la compatibilité qu'on n'a pas posée entre la science et la religion, que Gould a voulu maintenir en posant le NOMA, et que beaucoup de gens, athées militants ou Dawkins, etc., disent non, en fait, il n'y a pas de compatibilité du tout. Si
et c'est un point de vue qu'on n'a pas évoqué dans le jeu maintenant, et qu'à un moment donné, si on veut être religieux et scientifique, on ne peut pas l'être en même temps. Et donc vous êtes musulman et scientifique, mais pas forcément musulman quand vous faites de la science. Et c'est très bien, c'est très heureux, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut... je ne vais pas te donner de conseils, mais que cette idée que c'est compatible et que tout va bien, peut-être qu'elle se questionne. Alors là-dessus, moi, j'ai beaucoup de mal à me prononcer là-dessus. Là, je dois avouer. Après, ça toujours ressort de chacun. Hein. On dit que Planck il était un grand scientifique, un grand croyant. Là où c'est un peu énervant, c'est quand certains relativistes expliquent que c'est parce que Newton était croyant qu'il a trouvé ses théories. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, moi, je suis assez pour la position de Gould, mais là, je pense est-ce que c'est la position de Gould ou celle de Dawkins? C'est juste pour que la question soit évoquée. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, bien sûr, oui. Donc, il y a certains phénomènes qui ont quand je le cite là parce qu'il est cité par des Saïd Koutoub, là, Alexis Carrel, qui était un prix Nobel de physiologie, se demande si la prière a des vertus curatives, etc. Ça fait partie de cette marge. Mais d'ailleurs, ça se teste. Oui. Ça se teste, et quand on teste, on trouve que non. Bon. D'accord. Okay, même plutôt l'inverse, si je ne m'abuse. C'est comme on n'a pas le temps de développer, mais du coup, on peut tester. C'est ça, oui, d'accord. Okay. Du coup, la compatibilité, si elle existe, elle peut se démontrer. C'est pour ça que ça m'intéresse. Une dernière question pour ce soir, s'il vous plaît. Allez. C'est parti, je dois faire le tour. Allez. On encourage Vlad. Ça fera mon sport du mois. Vlad. Alors, c'était pas ouf. Par là. Qui est presque. Allez, encore 3,50 m, c'est très dur. Je suis épuisé. C'est très très dur. Bonjour. On est un petit peu à l'ère du diviser pour mieux régner. Et je dirais que le but des puissants de ce monde, c'est un petit peu le contrôle du grand échiquier. Et la religion en ce moment prend cher, surtout en France. Et la science n'est pas spécialement libre. Et c'est très orienté et sous une chape de plomb quand même. Et ma question, en fait, ce serait, est-ce que la religion et la science ne sont pas juste deux outils de plus pour servir un petit peu le contrôle de tout ça et diviser les gens un peu plus, les opposer les uns aux autres, etc. Donc, la religion et la science, outils de pouvoir. C'est ça, si je résume. Alors, Monsieur Moiti, êtes-vous un instrument en tant que scientifique? Êtes-vous un instrument du pouvoir? Parlez. Oui, nous avons les moyens de vous faire parler. Oui, et ben là, il me semble que de la manière que vous l'avez posé, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend beaucoup de la façon dont on s'exprime. Ça me paraît, ce que vous dites me paraît assez radical. Enfin, et faire des monocausalités comme ça, c'est-à-dire la science comme pas de pouvoir. C'est vous qui avez résumé comme ça. On dirait d'oppression même d'après ce que dit. L'actualité avec Trump prouve que non. Parce que il me semble que, il a décidé qu'il était le président, d'autres ont décidé avec lui, donc il est président, voilà, c'est un fait, et il a décidé que les organes de science du pays ne parleraient pas, et qu'il y aurait un filtre politique avant d'avoir des résultats, et les scientifiques lui ont dit « fuck you ». Et ils sont dans la rue à l'heure actuelle. Il y a des comptes Twitter alternatifs avec les Alternative Facts pour dire il n'est pas question qu'on se soumette à un diktat politique et j'ai l'impression que ça prouve que justement les scientifiques sont des êtres humains comme les autres avec tout le spectre politique et bien souvent d'ailleurs du côté progressiste et plutôt opposé à une hiérarchie de la société. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu observer. Et j'ai le sentiment que voilà, ce phénomène-là qui se passe aux États-Unis, qui est quand même pas le dernier suspect de vouloir être hégémoniaque dans sa politique, prouve que la science est plutôt pas du côté des puissants. Oui, mais Après, évidemment, cas par cas, je dis pas qu'il n'y a pas des
des conflits d'intérêts énormes. Oui, non, mais même de toute façon les monocausalités, ce que je disais à monsieur, je vais répondre un peu radicalement comme sa question l'était, ne voir la science que comme moyen d'oppression, je trouve ça terriblement réducteur. Après on en vient à des images comme j'ai donné tout à l'heure sur la pilule ou la constante de Planck. Il est vrai que la science a pu être instrumentalisée, Lysenko et compagnie, il y a pu avoir un... Ah ben ça, oui, non, ça, oui, ça c'est certain. Non, mais après que la science puisse servir aussi le développement capitalistique, je crois que ça existe aussi. Mais enfin, réduire la science à ça, comme le faisait monsieur, ça me paraît un peu limité. Voilà. Donc oui, c'était la question absolument. Donc voilà. Donc la science c'est autre chose aussi. Nous avons décidé d'un commun accord que non. Mais évidemment, la question doit se poser toujours. Non, c'est non. Oui. Voilà, mais il faut être vigilant. La vigilance épistémique est extrêmement importante. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup, Alexandre Motti, d'avoir été avec nous. Donc, je conseille à tout le monde le livre que je n'ai pas totalement fini, hein, Islam et science, antagonisme contemporain au PUF. Nous, on vous donne rendez-vous dans un mois, le 1er mars, du coup, hein. On sera avec Jean-Michel Abrassard, on parlera du paranormal. Voilà, on revient aux sources de la zététique. Voilà, donc moi je tiens à remercier le muséum qui nous accueille ici ce soir, la métropole de Nancy qui nous aide, les tipeurs sans qui on ne fera pas grand-chose. Je remercie Francine, Lucky, Guillaume et Patrice qui sont en coulisses et qui aident à ce que cette émission ait lieu. Merci au public d'avoir été là, hein. Bravo. On s'applaudit. Oui. Et moi je vais me faire foutre, c'est ça, Cimer, hein? Bravo. Tu veux remercier ta maman? Merci à la maman de Vlad, t'es content? Et est-ce que vous auriez un mot de la fin, monsieur Motti, avant qu'on se quitte? Un message ultime. Oui, je dirais que oui, la science, la démarche scientifique, ça nous permet d'exercer notre discernement dans plein d'autres domaines, pas seulement celui de la science, quoi. Voilà, donc dans nos opinions, dans ce qu'on lit dans les journaux, voir quelles sont les opinions qui sont étayées, d'autres moins, etc. Et ça, c'est la démarche qu'on appelle scientifique, sert dans bien d'autres domaines, et je pense qu'elle est importante en effet. La science rend libre. Bonne soirée, restez sceptiques, mesdames et messieurs. À bientôt.